mais surtout, ne faites pas tout écrire par l'IA et ne copiez-collez pas ChatGPT sur votre site. Déjà, c'est pas une question d'éthique ou quoi que ce soit, il y a aucun problème, c'est un outil l'IA, c'est merveilleux. Mais l'IA, en fait, n'est pas conçue pour faire du SEO. C'est pas ChatGPT, pour ne prendre que cela, n'a pas été créé pour faire du SEO. Elle a été créée comme modèle de langage. Donc on peut lui expliquer des choses et s'en servir, mais à aucun moment elle ne sait ce qu'est une intention de recherche, un mot-clé, une valeur, etc. Il y a plein de choses comme ça qu'elle ne connaît pas. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles ? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Donc bonjour Guillaume. Salut Sekou, content de faire ce moment avec toi. Merci pour l'invitation du coup, et puis merci à tous ceux qui nous écouteront un petit peu en avance du coup. Bah écoute, je t'en prie et surtout merci à toi d'avoir accepté ce podcast. Je pense que tu vas avoir énormément de choses à dire, que ce soit en termes professionnels, c'est-à-dire sur ton activité, ton entreprise, mais également que ce soit en termes humains parce que chez TBP, on pense que chaque entrepreneur a une histoire et une super belle histoire. Donc le but sera que tu puisses raconter ton histoire également. Est-ce que tu es prêt pour le décollage ? C'est parti, on est prêt pour le décollage. Vas-y. Parfait. Bah, avant de commencer, déjà, comme j'aime le faire à chaque fois, c'est quoi de beau, quoi de new et quoi d'exceptionnel chez toi, Guillaume, aujourd'hui ? Alors quoi d'exceptionnel chez moi, ça va être compliqué de te dire ça, mais quoi de beau dans ma vie actuellement ? Ben écoute, tout va bien, en plein développement de l'entreprise actuellement. On bosse sur des choses qu'on aime. Je suis pas tout seul, je t'en parlerai après, mais je suis avec un associé aussi. On a la chance d'avoir des bons clients, développer des projets pour eux et d'avoir nos projets en parallèle. Dont certains dont je pourrais pas parler aussi, mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je suis à une étape où je travaille pour le présent et pour l'avenir. C'est quelque chose qui me fait plaisir, donc tout va bien, en pleine forme, vraiment de ce côté-là, rien à dire. On est sur un mois d'août, c'est plus calme, donc ça laisse un peu de temps aussi pour revenir aux bases du projet, reconstruire un petit peu nos stratégies et tout ça, prendre le temps d'enregistrer un podcast comme ça, et puis voilà, de préparer la rentrée pour partir à fond, quoi. C'est génial, j'ai hâte. De toute façon, je pense que après ce podcast, on aura l'occasion d'échanger les mois à venir sur l'activité. Ouais. Mais c'est vrai que durant le mois d'août, c'est généralement très calme parce que les gens prennent des vacances. Et oui, les entrepreneurs aussi, ainsi que les personnes qui sont en entreprise prennent des vacances. Donc voilà. Du coup, j'ai une première question déjà à te poser. C'est une très très grande question. C'est la question qui me tient le plus à cœur à chaque fois que je fais des podcasts. Voilà. Ok. Tu commences par la plus grande, quoi, du coup. Super. Donc la première question déjà, Guillaume, raconte-nous ton histoire. Raconte-nous ton histoire. Qu'est-ce qui a fait de Guillaume, le Guillaume qu'on connaît aujourd'hui, entrepreneur, chef d'entreprise? Raconte-nous le petit parcours. Ok, c'est parti. Alors, je vais essayer de résumer ça un petit peu parce que j'ai tendance à m'écarter un petit peu parfois. Mais globalement, ce qui m'a amené à être entrepreneur aujourd'hui, c'est d'abord des expériences de salariat. Donc, je suis quand même passé par le salariat pendant des années. Moi, je suis quelqu'un d'Aix-en-Provence, à la base du Sud-Est. Donc, j'ai 31 ans aujourd'hui. Je suis issu d'une famille modeste, pas à me plaindre là-dessus. J'ai pas eu de problème plus jeune, mais voilà, c'est une base qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, qui a pas forcément une éducation financière spécifique, tu vois. Je suis parti dans les études, donc j'ai poursuivi un cursus master logistique internationale. J'ai touché au marketing, à la gestion, à plein de choses. Ça m'intéressait, mais je me voyais à l'époque très très carriériste, en me disant je vais prendre une grosse boîte ou quelque chose comme ça, puis je vais tracer mon chemin. Et j'avais vraiment cette vision un petit peu qui est bonne en fait aussi pour plein de gens, mais qui moi je me persuadais que c'était ce que je voulais faire. Je saurais pas encore pourquoi aujourd'hui, mais bon, on est parti là-dedans. Donc j'ai fini mes études, ça s'est bien passé, j'ai enchaîné direct, et puis j'ai attaqué dans une première expérience de boulot qui ne s'est pas très bien passé pour la première. J'avais bossé avant dans plein d'expériences, tu vois, des jobs d'été, des jobs annuels, des stages, des choses à différents niveaux, etc. Et puis là, première expérience boulot, je refuse un poste intéressant à un endroit pour aller plus près de chez moi. À l'époque, j'étais un petit peu comme ça, je partais pas trop encore loin. Et donc, je prends ce poste, et si tu veux, sans trop raconter les détails, parce que c'est pas intéressant aujourd'hui, mais au bout de 3 mois, en fait, tout simplement, ça s'est pas bien passé avec la direction entreprise, une manager qui est arrivée, qui m'a
qui, on va dire que finalement, je l'ai pas supporté à ce moment-là, mais grâce à elle, aujourd'hui, je suis devenu le manager que j'ai envie d'être aussi, parce que j'ai vu à quel point ça pouvait être horrible de pas être, c'est même pas du management, d'être géré comme ça, tu vois. Donc voilà, premier boulot dans une boîte dont je tairai le nom, mais qui est une grande boîte. Et puis, finalement, un peu de temps de reconstruction, enchaînement sur un deuxième travail dans une boîte qui s'appelle du coup Leroy Merlin, que tout le monde connaît. J'étais à la direction logistique et service après-vente. Donc là, j'ai beaucoup eu la partie gestion, stratégie, développement de service et puis surtout la gestion clientèle. Et c'est là que j'ai pris l'amour du service client, tu vois. Vraiment, on m'a matrixé le cerveau constamment avec ça, puisque c'est vraiment une boîte qui pousse là-dessus. C'est une très belle boîte d'ailleurs, donc super expérience. Mais voilà, au bout de 2 ans et demi, j'étais bien, mais j'avais envie de partir à l'étranger, de faire ce voyage un peu d'une année, bouger à l'étranger, aller rejoindre des amis et puis vivre une expérience comme ça, puisque j'avais jamais vraiment arrêté du début à la fin, quoi. Donc je suis parti à l'étranger, pardon. J'ai fait des belles rencontres. Je suis parti à Taïwan pendant un an, un petit peu en Corée du Sud, un petit peu en Thaïlande, mais vraiment un petit peu. J'ai surtout resté à Taïwan, notamment pour les rencontres que j'y ai faites. Et puis je suis revenu en France à ce moment-là, un petit peu déboussolé entre deux, à me dire finalement, je suis pas vraiment libre géographiquement, je peux pas rester à un endroit si je veux ou juste partir et revenir, même si je dois travailler, comme pas mal de monde en ce moment, tu vois, c'est un peu la norme, c'est un peu la tendance. Et puis obligé de quitter quelqu'un, obligé de se recadrer, le retour était un peu bizarre. Et du coup, si tu veux, j'ai travaillé à ce moment-là parce qu'il fallait que je travaille, puis j'avais envie de repartir un an dans une boîte logistique dans l'aéronautique. Donc encore une fois, rien à voir avec le SEO, management à fond, etc. Des grosses équipes, donc ça m'a permis d'avoir des bonnes expériences de ce côté-là. Et puis c'est des expériences managériales géniales, quoi, parce que j'ai eu à gérer une centaine de personnes, mais avec des caractères différents, des personnalités différentes. Et puis donc c'était super intéressant et enrichissant. Et je commençais doucement à me rendre compte que j'avais des envies que je pouvais pas toujours mettre en place, ou que j'étais pas vraiment libre, ou que par rapport à la direction qui était, même si elle était plutôt bien, tu sais, tu as toujours des dissonances entre les deux. Tu te dis, bah, en fait, moi, j'ai envie d'imposer ma marque, entre guillemets, parce que le mot imposer, c'est un peu fort. Mais je peux pas vraiment, je peux, mais bon, voilà. Donc, ça commençait un peu à me trotter en tête, à me dire, ah, finalement, une expérience tout seul, ça pourrait être pas mal, mais manque de confiance, un peu des barrières mentales. Donc, voilà. Je repars à l'étranger à ce moment-là. Un an à nouveau. Taïwan, cette fois, j'y suis allé pour apprendre le chinois, donc le mandarin, pendant un an. Je suis pas bilingue aujourd'hui en un an, ça c'est pas possible, mais voilà, je parle pas mal chinois en tout cas. J'ai vécu plein d'expériences locales, j'ai revoyagé quand j'étais sur place un petit peu. Et puis j'ai voulu retourner en France à ce moment-là. Et si tu veux, avant mon retour, en fait, c'est là que ça a commencé globalement. C'est en fait, j'ai été recruté à la direction d'une start-up en France, et à ce moment-là, j'avais un poste très large, mais c'était une start-up qui vendait un modèle SaaS, tu sais, donc Software as a Service. Du coup, au cas où il y en a qui connaîtraient pas, mais c'est un terme qui est partout aujourd'hui. Donc juste un système en ligne, hein, sur cloud hébergé pour le transport, etc. Donc j'ai travaillé un an pour eux. C'était international, donc il y avait plusieurs équipes à l'étranger. C'était super intéressant. Et puis c'est là où j'ai commencé, en fait, si tu veux, à m'intéresser au SEO. Ça fait plus de à peu près 3 ans, quoi, en fait, parce que j'avais des amis dans le métier déjà qui étaient passés en agence, qui avaient bossé seuls, qui avaient développé des e-commerce, des business et qui travaillaient beaucoup là-dedans. Et ce côté un petit peu, tu sais, le fait de pouvoir travailler pour tout type de secteur, tout type de client, de pouvoir aider des projets qui comptent à se développer, d'avoir ce côté entrepreneurial. Et puis le côté digital, enfin moi je trouve toujours ça passionnant, en fait. Au début c'est un peu mystérieux, puis quand tu commences à comprendre les choses, tu as envie d'aller encore plus loin. Euh, et donc voilà, j'ai travaillé cette année avec cette entreprise, mais au fur et à mesure, si tu veux, de l'année, j'ai commencé doucement en parallèle, et après encore à me former, à apprendre, à travailler le soir, un peu le week-end, tout ça. D'ailleurs, bon, ça c'est peut-être pas dans le sujet, mais si jamais quelqu'un veut se lancer, qu'il est employé, je pense que c'est pas une mauvaise méthode, parce que bah, tu as un salaire, tu es sécurisé, c'est bien aussi, ça te laisse le temps de tester, de voir s'il y a des clients possibles, s'il y a de l'argent à faire, si ça t'intéresse. Donc voilà, j'ai fait ça petit à petit. Et puis à la fin, j'en avais marre, en fait, d'être dans cette startup. Même raison, pas de critique pour le direction, quoi que ce soit, ça s'est bien passé, mais euh, encore ce côté où, en fait, j'arrivais plus à être corporate et je n'arrivais pas à mettre en avant des choses comme je le fais aujourd'hui sur LinkedIn ou d'autres façons, qui ne sont pas pour moi ou pour l'entreprise que je pousse. Donc du coup, bloqué entre les deux, ça ne va pas, tu vois. T'as pas envie d'être corporate, de mettre ta boîte en avant, et tu n'as pas envie de te mettre en avant pour eux. Et donc au final, je commence à me dire, en fait, je crois qu'il va être temps de tester. Et puis au début, j'avais un petit peu cette image miroir, enfin magique, un peu de l'entrepreneuriat, qui est complètement faussée, hein. C'est une belle aventure, mais c'est pas facile. Je veux dire, voilà, il y a plein de choses à faire et tout ça. Euh,
Et donc voilà, bref, j'ai pris la décision de partir de cette entreprise, je me suis lancé et ça fait un petit moment déjà, mais là ça fait 1 an en fait que je travaille avec un ami d'enfance presque qui est mon associé. Donc ça c'est génial aussi. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Avant ça, on avait déjà commencé. Et si tu veux, on s'est trouvé au bon moment puisque une personne a quitté l'aventure qui était avec lui. Lui, c'est un expert technique, vraiment beaucoup plus poussé que moi en SEO, très compétent sur beaucoup de domaines et qui a vraiment une capacité de travail énorme. Et moi, de mon côté, ben, j'ai mes capacités, je travaille beaucoup aussi, etc., etc. Et j'avais déjà mes connaissances on va dire, dans le digital en général et SEO, mais c'est pas ça que j'ai apporté. C'est plus le côté relationnel, échange client, développement de la marque entre guillemets. Enfin, voilà, donc prospection, etc., etc. Et du coup, je pense qu'on se complète parfaitement aujourd'hui et que grâce à ça, on est petit à petit en train d'évoluer. Voilà. Donc, tu as le parcours global, mais on va dire que c'est assez basique entre guillemets. Ce qui m'a fait aller vers l'entrepreneuriat, c'est juste l'envie peut-être de casser des barrières mentales, de me challenger, de me faire confiance et d'atteindre enfin un peu ce pourquoi, tu sais, pas de pourquoi je suis fait parce que c'est beaucoup plus large que ça et des fois ça ne veut rien dire, mais de se dire ok, j'ai appris à me faire confiance dans un cadre qui était donné. Là, est-ce que je vais arriver à construire un cadre qui me ressemble et dans lequel je peux aussi me faire confiance. Donc je suis parti là-dedans et puis à vrai dire ça glisse plutôt bien depuis le début. Voilà. C'est un super parcours et ça fait plaisir. Et comme je le disais tout à l'heure, tous les parcours sont Merci. incroyables et exceptionnels. Voilà, concrètement. Donc toi, tu t'es lancé avec ton associé. D'ailleurs, j'aurais des questions à te poser sur ça, sur cette partie association, parce que c'est un pain point quand même, hein, pour des entrepreneurs qui veulent se lancer. Parfois, ils ont des difficultés à rencontrer les bons associés pour l'un, C'est vrai, et ouais. pour d'autres, ils rencontrent les associés, mais c'est pas les bons associés. Et après, ça risque d'être enfin, c'est problématique. Et en plus de cela, toi, tu t'es lancé avec un ami d'enfance. Juste petit Ouais. aparté, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Comment est-ce que tu peux conseiller les personnes qui veulent se lancer avec disons des membres de leur famille ou bien des personnes assez proches? Parce que voilà, moi j'ai Ok. rencontré des entrepreneurs qui justement regrettaient de s'être lancés avec Ouais. des personnes proches, parce que quand ça se passe mal, ben, ça se passe mal, et directement en fait ça implique l'aspect disons relationnel. Alors que si c'est Ouais. une personne, vous êtes là pour le boulot, bah le boulot est fini, bah salut quoi. C'est vrai, bah, enfin, déjà, c'est une excellente question, je trouve. Je m'attendais pas à ce que tu me la poses, mais du coup, c'est intéressant parce que je suis d'accord avec toi justement. Alors, je réponds pas de suite, mais juste pour te dire, c'est pas direct comme réponse, mais en fait, j'ai échangé avec un entrepreneur que j'ai rencontré à Aix-en-Provence, qui est super et tout ça, qui développe sa boîte aussi, qui s'appelle Foodma sur le développement digital pour les restaurants, etc. Bref, on se connaît pas mal maintenant. Et en fait, cette personne-là, au début, s'est fait avoir aussi par un associé, qui était soi-disant un ami, etc. Ça s'est très mal passé. Je parle de grosses pertes financières quand même sur le coup. Donc, ouais, c'est vrai que moi, j'entends ça, je me dis, bah tiens, je fais la même chose aujourd'hui. Et je me dis, est-ce que, alors, j'ai pas, à aucun moment, si tu veux, j'ai eu peur parce qu'en fait, j'ai comme tout le monde des amis dans le passé avec qui que je ne vois plus aujourd'hui, avec qui il y a pu avoir des histoires, etc. Donc, Mhm. bien que récemment, je me fais la réflexion que je vois de plus en plus de monde s'associer, être à deux, comme c'est ton cas, j'ai l'impression, comme c'est le cas d'autres personnes. Donc, je vois qu'il y a quand même ce besoin de pas être seul dans son coin, de pas être enfermé, etc. Alors, de mon côté, on va dire que la plus grosse crainte, je pense, que peut avoir un entrepreneur sur le fait de s'associer, c'est pas forcément, enfin, ça peut être l'entente, etc. Mais une entente finalement, ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien. Tu t'arrêtes quand t'es assez, on n'est pas des enfants, on peut échanger, on peut être sincère dans la communication. Je pense que ça va. Par contre, la peur que je pense qui est la plus valable en fait entre guillemets, c'est le côté financier. Si tu mets toutes tes billes ensemble et qu'il y a, ça risque d'avoir des problèmes dès que ça parle d'argent, etc. Moi personnellement, c'est quelque chose qui m'inquiétait pas du tout avec cette personne-là. En fait, j'ai eu la chance, alors je le connais depuis assez longtemps, on n'aurait jamais cru qu'on pourrait travailler ensemble. Jamais. On était amis, mais on n'était pas les meilleurs amis du groupe, si tu veux. On se voyait souvent, etc., mais on n'avait pas du tout la même personnalité et le même état d'esprit sur la vision de la vie, sur la vision du travail, sur plein de choses. Et en fait, avec les années, lui et moi, on a involontairement fait un chemin l'un vers l'autre, si tu veux, sur nos modes de pensée, etc. Et on se l'est dit il y a une semaine, parce qu'il habite pas loin en ce moment, on s'est vu. On se disait, mais on n'aurait jamais cru, enfin, qui aurait cru que je travaillerais avec toi un jour, tu vois. On se disait ça comme ça. Donc déjà, c'est assez drôle parce que finalement, ça ne veut pas dire que ça se passe mal. Alors que peut-être avec un ami avec qui je suis vraiment, j'étais déjà parfaitement aligné, tout ça. Peut-être que sur le travail, ça n'irait pas.
Ce qui fait notre force, c'est notre complémentarité justement. Mais donc là où ça a été facile pour moi, donc j'aurais pas malheureusement pas de tips à donner là-dessus, mais c'est qu'en fait un autre ami, lui qui est vraiment d'enfance, on s'est connus quand on avait 4 ans, travaillait déjà avec lui. Et quand ils se sont arrêtés de travailler ensemble pour des raisons très personnelles, mais pas de mauvaise entente du tout, hein, c'était chaque juste des trajectoires différentes. Immédiatement la question est venue à ok, on fait les comptes, on sépare tout, et en fait ça a tellement été mais millimétré, parfait que j'ai su directement que même pour ça, il y aurait zéro problème. Je le savais, j'en étais sûr, j'avais confiance, mais tu sais, t'entends tellement d'histoires que tu te dis, mais même lui, on se disait, oh, c'est bien de faire confiance, mais faut pas être naïf, on sait jamais. Et c'était pas le cas. Donc voilà, après j'ai 31 ans, je me suis lancé pas tard, mais plus tard que certains. Je pense que si tu te lances à 20 ans, 22 ans, 23 ans, t'es encore, t'es pas plus gamin ou plus jeune, hein, c'est pas ça. Il y a des gens extrêmement avancés à cet âge-là et bien plus que moi, ou bien plus que ce que je l'étais à cette époque-là en tout cas. Mais t'as le côté quand même plus, tous les amis c'est les amis, etc. Moi j'ai eu le temps d'avoir un tri qui s'est fait assez costaud quand même. Donc voilà, si tu veux, ça aide déjà. Et ensuite, il y a cette question-là. Par contre, depuis le début, les comptes sont suivis. Je pense que c'est aussi le rôle de tout un chacun de faire attention à ça. Par exemple, dans notre duo, c'est lui qui gère les comptes. On a un espace Notion où on met des infos, etc. On partage le calcul. C'est pas pour autant que moi, je vais pas mettre la tête dedans et que je vais pas vérifier chaque mois que les charges sont bien calculées, que ça va. Je fais pas tout une nouvelle fois, mais je vais quand même vérifier rapidement parce que c'est un besoin. J'ai confiance, mais ça me rassure. La phrase "la confiance n'exclut pas le contrôle" est un peu pourrie, hein, si je peux, j'aime pas trop cette phrase, mais elle est vraie, quoi. Elle est vraie, on le sait, donc voilà. Donc ça se passe très bien, on est très complémentaires. Par contre, la chance que j'ai, c'est qu'il est très direct, très honnête. Et moi, je suis plus dans l'émotionnel. Donc si tu veux, ça vient s'entrechoquer. Mais vu qu'on est tous les deux, et surtout, je parle plus pour moi parce que je ne sais pas tout ce qui se passe dans sa tête, mais pour ma part, je suis très axé sur le fait de vouloir m'améliorer sur des aspects de ma vie, la gestion émotionnelle, etc., l'intelligence émotionnelle surtout. Et j'ai du chemin à faire. Donc je pense que ça m'aide en fait, cette adversité, ces confrontations. Mais voilà, tout se passe bien. Il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'on soit conscient des forces de chacun. Et puis il faut surtout qu'on sache se dire les choses en fait, quoi. Et après, pour ce qui est de l'argent, bah écoute, pour l'instant c'est des comptes séparés. Quand on a des choses en commun, tout est cadré, tout est marqué. Et il faut mettre la tête dedans. Si tu fais une confiance aveugle à l'autre, tu dis t'inquiète pas, tu gères tous les clients toi seul as le contact avec les clients, tu gères la compta. Faut pas s'étonner que peut-être un jour on se rende pas compte de ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je me dis. Après, peut-être que dans 2 ans je te dirai ah au fait tu te rappelles et finalement il s'est passé des choses, mais franchement On j'y verra crois ça pas, dans quoi. un podcast peut-être à J+2 ans. À moi, à J+2 ans, hein, n'oubliez Avec pas, grand plaisir, quoi. J'espère. on fera un nouveau, un nouveau podcast. Mais concrètement, tout ce que tu dis est super intéressant. C'est la chose que je retiens le plus, c'est confiance, mais également transparence dans Ouais. l'information et surtout dans le travail. Parce que voilà, si vous avez une plateforme Notion où toi, tu as la possibilité d'aller regarder directement les éléments, ce n'est pas pour le contrôler ou ce n'est pas pour du négatif, quoi. C'est surtout parce que c'est ton C'est entreprise ça. aussi et oui, c'est ton entreprise aussi. Et dans ce cas de figure, et t'as envie de participer à l'aspect gestion même de ça et t'as envie de connaître les choses, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'assez Ouais, normal, voilà, c'est quoi. ça. Mais ça m'est venu au fur et à mesure, hein, je donne pas de leçons là-dessus. Les premiers mois, je regardais pas. Des fois, je captais pas le calcul parce qu'on a des visions différentes de la compta, parce qu'il y a pas, enfin, il y a une façon de calculer, mais enfin, tu peux voir ça d'une manière ou d'une autre. Et puis d'un coup, je me suis dit, attends, Guillaume, je me parlais tout seul, je me suis dit, va mettre la tête dedans quand même, c'est aussi ton rôle. Donc voilà. Pourtant, j'ai fait des études en gestion, mais tu vois, c'est pas moi qui m'occupe de la compta. Donc c'est assez drôle. Mais enfin voilà. Mais non, mais franchement, en tout cas, je conseille à tout le monde, franchement, si possible, alors pas de chercher à se lancer avec quelqu'un, mais si l'opportunité se présente, faites-le, quoi. Même s'il y a un problème, au pire, ça vous apprendra quelque chose. C'est ce que je me dis. Attention, j'ai pas 15 ans d'expérience entrepreneuriale, donc. Mais moi, ce qu'on fait là, je pourrais pas le faire seul. J'ai appris énormément de choses grâce à lui. On est complémentaires à 100%. Et puis j'ai besoin de ça, tu sais, de partager les victoires, de partager les doutes, de se poser des questions. Voilà. Donc moi, je sais que s'il est pas là, je commence à me dire tiens, si jamais il s'arrête, peut-être que je continuerai tout seul parce que je commence à voir les choses arriver. Je veux dire dans le sens où je peux les faire seul, je peux avancer et tout ça, mais j'en ai aucune envie, quoi. Moi, j'ai envie qu'on aille jusqu'au bout ensemble, pas pour le truc de dire on va y arriver ensemble. C'est pas forcément ça. On n'est pas dans un film, tu vois, mais même si c'est beau de se le dire comme ça, mais ouais, juste, en fait, c'est plaisant d'avoir quelqu'un entre guillemets, parce que c'est pas terrible d'être seul, quoi. Et j'ai énormément d'admiration pour les gens qui, quoi qu'ils fassent, hein, que ce soit même un semi-entrepreneuriat, peu importe, avec un taf à côté, d'être seul, de gérer tout ça, de faire les réseaux, la prospection, le suivi client, les prestations,
les projets à côté de penser que je sais pas comment ils font. Moi, j'arriverai pas, tu vois. On est deux et je me dis, waouh, on est deux, on fait beaucoup de choses et ouais, non, tout seul. Mais c'est fou, non, les personnes qui sont seules, moi je les appelle les Ouais, octopus. Ils ont 8 bras, c'est 8 vrai. cerveaux et ils arrivent à tout gérer. Et je pense que enfin, c'est hyper, c'est hyper génial pour eux, quoi. Mais je pense que se lancer à plusieurs aussi peut être vraiment top parce que l'entrepreneuriat, on sait que l'aventure est très très difficile de temps en temps. C'est bien d'être épaulé et surtout c'est fun aussi. Je trouve que ça c'est important aussi quand tu te lances seul. Peut-être que tu n'as pas cet aspect où voilà on partage nos victoires comme nos défaites et surtout on est ensemble et on crée un petit peu une sorte de frère de sang, de frère d'armes quoi qu'il arrive et ben on avance ensemble quoi et je pense que c'est quelque chose qui donne toujours plus la pêche parce que quand tu es seul il peut arriver des moments où tu as des bad moods, c'est-à-dire que tu n'as plus trop envie de travailler, tu fais un burn-out ou tu fais des choses comme ça où tu es acculé par la vie et dans ces cas de figure là ben en fait quand tu as un associé, surtout un bon ou une associée aussi, concrètement, bah ça se passe un petit peu mieux si cette personne-là a de l'empathie pour toi et surtout si cette personne tient au projet et a envie de te pousser. Et ben dans ce cas de figure, bah, généralement, il est là pour que vous puissiez avancer quoi. Donc moi je me dis que l'adage surtout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et j'y crois Ouais, un non, petit peu clairement, je quand suis même. d'accord avec toi. Et puis, je vais te dire, on est associés sur tout, mais ça m'a pas empêché de faire des rencontres grâce à LinkedIn et d'avoir d'autres partenaires avec qui je travaille avec mon associé, toujours. Mais donc, la finalité, c'est lui et moi, tu vois. Mais je veux dire, on ouvre à d'autres réseaux à droite à gauche, on fait des échanges et on va travailler ailleurs avec notre taf, quoi. Mais par contre, il y a quand même une chose sur laquelle on s'est trouvé. C'est peut-être un peu, j'ai pas le terme qui vient, mais enfin, c'est vraiment notre ambition financière entre guillemets. C'est quand même ce qui nous a regroupé aussi. C'est un des objectifs qu'on a. Et c'est bête à dire, mais finalement c'est très basique, c'est très concret. Et du coup, tu ne peux que te retrouver quand tu colles sur ce côté-là. T'as les mêmes ambitions, les mêmes envies, t'es prêt à travailler énormément, etc. Alors que finalement, tu peux t'entendre super bien et tout, mais si t'en as un des deux qui veut devenir, qui veut essayer d'être riche entre guillemets, ce qui veut tout et rien dire, ou l'autre qui veut réussir sur autre chose, mais qui n'a pas envie de travailler autant l'un que l'autre ou de pas avoir le même type de vie, c'est plus compliqué. Quand tu t'accordes tous les deux sur un objectif comme ça, vraiment volontairement, tu te dis bah de toute façon on sait ce qu'il faut faire pour y arriver, donc après ça suit, voilà. Maintenant, ouais, on a des progrès à faire sur certains échanges et tout ça de mon côté aussi, mais non, franchement je suis content, ça se passe super bien. D'ailleurs on a fermé les portes, pour l'instant on est deux et on sera deux et Bah, j'ai personne l'impression que ne quand va tu parles de lui, rentrer. t'as des étoiles dans les yeux, quoi. Donc ça fait plaisir. Ouais, ouais, je sais pas si, je sais pas si c'est à ce point-là, mais oui, c'est quand même parce que pour moi c'est particulier. Je m'attendais vraiment pas à ça, Oui, ouais, c'est top. donc c'est assez fou et je suis assez reconnaissant, mais en même temps envers moi-même aussi. Enfin, tu vois, voilà, c'est pas une admiration non plus. Oui. On est au même niveau, mais ouais, ouais, non, quand même, c'est important en tout cas. Moi, je sais que techniquement, seul, je l'aurais pas fait et probablement qu'avec d'autres personnes, on serait pas allé autant vite aussi. Donc Ok, super. Du coup, avant de voilà. continuer, si tu avais juste un méga conseil aux personnes qui veulent se lancer à plusieurs, qu'est-ce que ce serait? Quel giga conseil tu as appliqué à toi-même et qui a concrètement bien marché que tu pourrais proposer aux auditeurs? Donc, ce que je disais au début et ce que tu as reformulé mieux après, c'est la transparence. Déjà de base dans la communication, faut qu'on soit clair et qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut. Mais c'est justement ce que j'allais te dire, c'est on l'a pas fait de suite, mais c'est vraiment de s'accorder sur un pourquoi et où on veut aller. Et je pense que c'est important parce que le comment c'est pas très grave parce qu'il va changer constamment. Et puis il y a des moments, comme tu dis, on est down, bad mood, etc. Le comment c'est pas grave, mais le pourquoi c'est important. Parce qu'une fois que tu as le pourquoi, tu sais que dans tous les cas, le pourquoi il est au loin, il brille, tu veux y aller. Après comment on verra, on s'en fout, on avance. Mais ça aide à, je trouve que ça aide à aller dans le même sens. Et quelque chose que j'ai encore du mal à faire parfois, mais pas avoir peur de dire non ou de stopper des choses aussi. Donc en fait, voilà, garder son intégrité à soi dans le groupe, mais je pense que ouais, transparence, communication. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez et à être fidèle avec vous-même parce que si tu quittes une entreprise ou que tu te lances à ton compte pour au final ne pas te ressembler ou ne pas faire des choses qui te plaisent parce que l'autre ça lui plaît, c'est pas des mauvaises choses forcément, hein, mais je veux dire ça n'a pas trop de sens quoi. Donc voilà, c'est pas l'entrepreneuriat n'est pas la liberté absolue, mais on est toujours plus libre qu'en entreprise. Donc autant faire ce qu'on a envie un petit peu aussi quoi. Voilà. Ouais, carrément, c'est fou, hein. Tu sais que je pense faire même un podcast sur ça
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prônent l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Je pense qu'au début, c'est plus une sorte de prison dorée parce que Ouais, tu as ton confort, mais il va falloir aller chercher ce que tu veux, quoi. Donc, ce n'est pas clairement, ouais. autant, enfin, c'est pas une liberté au sens général, c'est plus mental qu'autre chose, quoi. Non, clairement, clairement. Je pense que la liberté, elle est atteignable, mais qu'il va falloir travailler énormément avant, pendant des années, comme tu l'as dit. Et c'est ce que nous, on prévoit, hein, mais je t'en parlerai après, mais voilà, c'est ce qu'on prévoit. Mais ouais, non, pour l'instant, on n'est rien du tout, on n'est pas libre. Enfin, tu sais, on est dépendant de nos clients, hein. S'ils arrêtent de travailler avec nous, derrière, demain, on n'a plus d'argent, on n'avance plus, on fait plus d'activité. Et c'est un peu le nerf de la guerre quand même, quoi. Avant tout ce qui est beau autour de ça, il faut quand même vivre, il faut faire de l'argent, il faut que ça fonctionne, il faut que tes clients soient satisfaits. Et on est dépendant d'eux. Et moi, j'ai pas de mal à le dire, quoi. Mais bon, je pense que la génération actuelle, et la mienne aussi, hein, enfin, c'est un peu l'aura, tu sais, qu'on a parce que la communication sur les réseaux va en ce sens-là aussi. C'est une plage à Bali, je suis là en train de travailler sur mon ordinateur sur le sable. Ouais, non, 5 minutes peut-être, mais ça m'étonnerait que tu arrives à être vraiment productif ou productive dans ce cadre-là. Enfin, pourquoi pas, mais moi je sais que je me dis, tiens, je le ferai, puis finalement, ça fait 1 an déjà, un peu plus. Je suis parti 1 mois à l'étranger, hein, c'est tout. J'ai pas fait plus que ça. Et je vois qu'en ce moment, c'est pas du tout le moment pour le faire. Faut mieux être un endroit, des habitudes, du temps, et puis voilà quoi, faut avancer. Donc Tu sais, c'est fou, il y a plein de questions qui m'arrivent, mais je sais qu'il faut qu'on avance en même temps parce que oui, il y a cette partie aussi qui me turlupipine. Je ne sais pas si si c'est bien français ce que je viens de dire, mais ouais, cette partie où enfin ce storytelling qu'on voit sur tous les réseaux, etc., d'entrepreneurs hyper indépendants qui sont à Bali ou je ne sais où. C'est pas que je suis contre ou pour, hein. Chacun a sa oui, façon d'entreprendre et clairement. ça fait du bien à beaucoup de personnes, mais je pense qu'il y a quand même une grosse face cachée derrière qui est le travail à fond. Et ce que je trouve dommage justement, bah, c'est de ne pas montrer ce travail et Mm. montrer justement que le côté positif qui je pense ne fait pas partie de la majorité du travail qu'on a lorsqu'on est entrepreneur, et qu'on a cette liberté géographique, quoi. Clairement. Je rebondis pas pour qu'on puisse avancer, mais ouais, ouais, Yes. je suis d'accord avec toi. Alright. So, j'ai une petite question avant qu'on continue. Et ta famille dans tout Ouais, ça, quand tu as voulu te lancer ou quand parce que étant donné que tu avais pas mal disons, d'expériences professionnelles, ouais, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les membres de ta famille ouais, quand mais tu tu leur as sais, dit, je vais me lancer? il y a plusieurs choses. J'ai encore mes parents, les deux, j'ai un frère et une sœur. Ma mère au début m'a dit, oh, écoute, tu sais, on comprend pas pourquoi tu fais ça, mais bon, voilà, c'était vraiment, en fait, on en a parlé une fois, elle m'a dit, non, mais tu sais, des fois, elle est un peu devenue fataliste sur certaines choses. Elle me dit, de toute façon, tu fais ce que tu veux, mais on se demande des fois pourquoi on comprend pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait des études, que eux, ils étaient dans ce format-là, que j'ai quand même un master, donc ils pensent que, ben, voilà, c'est bien, etc. Et c'était très bien de le faire. Sans ça, je saurais pas ce que je fais aujourd'hui, etc. Euh, mais ils se disent, mais pourquoi tu m'excuseras pour le terme, mais pourquoi il va s'emmerder la vie, en fait? Pourquoi il avait un taf, il avait un travail cadré, la possibilité de changer d'entreprise. Ils savent que c'était pas parfait dans les entreprises tout le temps, mais globalement, sécurité, etc. Enfin, tout ce que beaucoup de monde pense, en fait. Et pourquoi il va se lancer là-dedans? Sauf que ça a duré 2 mois, 3 mois. Puis quand tu commences à faire des bénéfices et du CA, du chiffre et d'avancer et tout ça, et que tu montres que tu es bien, bah là, en fait, les esprits changent rapidement. Après, je vais te dire une chose, moi-même au début, j'ai pas favorisé cette communication parce qu'en fait, je démarrais, j'étais en plein doute. Donc, ce que tu vas dire à quelqu'un va forcément entraîner sa réponse. Si tu arrives en disant, oh, c'est génial, j'adore ça, on est bien, on développe et puis tout se passe bien et que tu donnes pas trop de détails, t'es même pas obligé de parler d'argent. Mais la personne en face va pas forcément être tentée de te dire, ah, pourquoi tu fais ça, c'est bizarre, ou tu verras, de toute façon, dans 3 mois, tu vas t'arrêter. Enfin, ils m'ont pas dit ça, mais il y a des fois, alors que quand tu arrives et tu dis, bah oui, je fais ça, mais bon, je sais pas, on verra, tu sais, je m'emballe pas. Et en fait, la personne en face, tu lui tends une perche énorme pour qu'elle te dise, j'ai peur, en fait, j'ai peur pour toi, donc je vais te mettre tout ça dans la tête. Mais en fait, ils font que rejeter sur toi leurs frustrations, ou pas des frustrations, mais des peurs. Bah, enfin, moi, c'est mes parents, hein. Je m'estime heureux qu'ils m'aient dit ça, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils s'en fichent complètement. Euh, mais oui, ouais, au début, bah, j'ai un appartement que je suis pas propriétaire, je paye un loyer, tu vois, j'avais des charges comme tout le monde, quoi. Donc tu t'arrêtes et tu vas te mettre là-dedans, un peu en danger finalement. Euh, J'étais pas vraiment en danger, mais enfin, je pouvais pas faire n'importe quoi très très longtemps. Donc voilà, c'est la question qui se pose, et puis la retraite, et puis tout ça. Mais c'est très,
on n'est pas de la même génération, quoi. Et puis moi, si tu veux, mes parents sont issus d'origine paysanne, etc. Eux n'étaient pas paysans, mais ils ont eu accès aux études justement par chance et tout ça, parce que leurs parents ont énormément galéré et travaillé. Donc de voir leurs enfants et leurs fils qui repart dans l'autre sens, se dire wow, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois, c'est un peu voilà, je me mets à leur place, en fait, je le comprends, mais c'est vrai qu'au début, des fois, j'ai envie de dire bon, ben soutenez-moi, soyez un peu à fond et tout, mais en fait non. J'avais besoin de l'entendre. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais pas sûr de moi. Et quand tu l'es un peu plus, après, tu te rends compte qu'en fait, on peut te dire quoi que ce soit, tu diras oui, oui, t'inquiète, et après tu continues. Et je vois que c'est un sujet pour pas mal de personnes, et moi le premier. Et je dis pas qu'il faut s'en foutre et tout, au contraire, mais bon, voilà. Enfin bref, je m'étale, mais oui, voilà, la réaction, ça a été ça globalement. Après, ça dépend, tu sais. Ça dépend. Frères et sœurs sont un peu plus du même âge à peu près. Ça va encourager plus facilement, ou juste te casser un petit peu pour te tailler, te taquiner, et puis après c'est bon, ça se passe. Mais les parents, c'est vraiment le côté bon, de toute façon, si ça marche pas, tu reviens pas, tu vois, entre guillemets, on ne veut pas. Je dis non, mais t'inquiète pas, là, j'ai 30 ans, je vais pas revenir à la maison, tu vois. Et encore, enfin, je T'es critique sur pas la ceux qui font. falaise. Ouais, c'est ça, c'était vraiment de toute façon, enfin, démerde-toi et fais ton expérience, puis si tu te plantes, bah, plante-toi, tu vois. Mais plante-toi tout seul, en fait. Enfin, bien sûr, je suis pas à la rue, hein, voilà, donc j'ai de la chance pour ça. Euh, mais ouais, j'en rigole parce que ça se passe plutôt bien maintenant, mais au tout début, je me disais, bon, j'espère quand même que ça va marcher, quoi. Ouais. Voilà. Tu veux pas voir tes frères et sœurs te charrier un peu, quoi. Non, non, bah alors, je serais prêt à ce qui me charrie si ça me fait pas, si pour moi c'est pas trop douloureux d'avoir échoué entre guillemets. Voilà, bien que la notion d'échec c'est encore autre chose, mais non, pour l'instant, moi, enfin, sincèrement, ça a rapidement changé en fait. Voilà, là on n'est pas tous les mois stable au maximum et tout ça, hein, c'est pas la vie de rêve non plus. Mais franchement, on s'en sort bien. Et du coup, de toute façon, dès que tu montres qu'en fait les bases sécuritaires sont là, après ça roule, puis moi, je te le dis, dans ma tête, je suis pas encore sûr d'être entrepreneur toute ma vie, hein. Je fais ça, là, j'ai des projets, j'ai une vision à 3 4 ans, tu vois, à peu près. Je me dis que j'ai jusqu'à 35 ans à peu près, pas une question d'âge, mais c'est dans ma tête pour tout casser et évoluer comme je veux. Et après, si à ce moment-là, c'est toujours en dents de scie, qu'on n'a pas réussi à se stabiliser, à évoluer, à avoir des rentrées automatiques et tout ça d'argent, et qu'on n'a pas d'autres projets comme on fait là, par exemple, des choses ensemble et tout, je pense pas que ça sera forcément une bonne solution de continuer éternellement, quoi. Voilà. Donc on Super. verra. Bah, de toute façon, la vie est assez longue. Enfin, j'espère qu'on vivra assez longtemps en tout cas. Ouais, Mais il faut pas que ce soit monotone, quoi. Donc, c'est une succession d'aventures et de péripéties. Donc, il peut arriver. Enfin, il y a des ouais, personnes qui se lancent très tôt en entrepreneuriat, qui finissent salariés. Et il y en a d'autres qui font le chemin inverse, comme tes parents qui oui, qui disent bah on a quitté notre vie de paysan, etc. pour que voilà, maintenant tu as ton master, il faut que tu puisses continuer à avancer, et toi tu veux te remettre dans la galère. Mais qu'est-ce qui se passe, mon c'est fils? ça. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc carrément, C'est exactement je ça. les comprends aussi, les parents. Ils sont plus dans cette partie où ils ont plus peur pour nous qu'autre chose. Mais voilà. Du coup, je vais rentrer un peu plus dans le vif, parce que voilà, ça fait déjà une quarantaine de minutes, enfin, ouais, 35 minutes Ouais, qu'on a déjà commencé le podcast. Du coup, maintenant, j'aimerais te poser une petite question sur le SEO. Comment est-ce bien que tu sûr. as décidé justement de te lancer dans cette activité? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, qu'est-ce que le SEO? Ok, alors qu'est-ce que je vais commencer par ce que c'est du coup pour être assez, enfin c'est connu par pas mal de monde, mais déjà c'est SEO, c'est le terme anglais Search Engine Optimization pour référencement naturel en français. Tout simplement, c'est comment positionner ton site internet le plus haut possible dans Google, dans les premières positions, pour que les personnes qui veulent acheter un produit, qui cherchent un service, quand elles tapent le mot-clé qui est le plus cohérent par rapport à ton activité, le ou les mots-clés, trouvent ton site. Donc tout simplement, demain, si je tape, euh, tu vois, je sais pas, enfin un pot de fleurs, j'en ai à côté, je tape pot de fleurs sur Internet en terre cuite ou quelque chose comme ça. Moi, je suis un site qui vend des pots de fleurs en terre cuite, fait maison, etc. Je sais pas, je suis un artisan, j'aimerais bien être visible. Donc tout simplement, je vais faire en sorte de positionner mon site dans cette première page. C'est toujours l'objectif, hein, d'être dans les 3 premières positions au moins. Euh, et donc, comment faire? Il y a plusieurs méthodes. Euh, et voilà, donc le SEO globalement c'est ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers là? Alors moi c'est un peu ce qui se passe dans ma vie, c'est souvent des tiens, il y a ça, je vais aller voir, tu vois. C'est pas, il y a des gens qui vont me dire j'étais passionné par le digital, j'ai fait un stage en agence, j'ai découvert ça,
c'est très cohérent. Moi, c'est pas toujours comme ça. Pourquoi je suis parti en études master? Parce que j'ai entendu un jour quelqu'un dire, ah, ce DUT, ça a l'air super. Je dis, bah tiens, je vais aller faire ça, alors que je savais pas. Voilà. Et en fait, c'est bien et c'est pas bien. Mais je réfléchis beaucoup à la suite et au côté plan B sécurité, mais au fait de me lancer maintenant, j'y vais. Et puis là, j'y suis allé déjà parce que j'avais mon ami qui travaillait dedans, et parce qu'en fait, au début, pour me former, j'ai fait l'effort de dire, bah, je vais travailler pour vous gratuitement. Donc j'ai testé. Et du coup, la première chose que j'ai fait, qui est l'un des 3 piliers du SEO, c'est le contenu, c'est la création de contenu. J'ai écrit des articles. Et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable, je suis en train d'écrire des articles sur des sujets qui me plaisaient à ce moment-là, en plus, des côtés sportifs, des produits éthiques, bio, etc. Euh, et ces articles-là, en fait, vont permettre à quelqu'un de se positionner, de gagner de l'argent. C'est un peu simplement fait, dit comme ça, mais enfin, c'est un peu le principe. Euh, et je me dis, mais voilà, je rédige et tout, ça me plaît, etc., etc. Alors, c'est les débuts. Après, quand t'en as fait beaucoup, tu commences à être fatigué de rédiger. Du coup, tu as d'autres techniques aussi. Mais voilà, c'était vraiment la première chose. Et puis, la deuxième, c'est de se dire, mais en fait, j'étais intéressé par le digital, j'ai des compétences en marketing, j'étais formé, etc. Et le SEO, c'est incroyable. En fait, je comprends enfin comment ça fonctionne, quoi. Comment Google fonctionne. Enfin, dans les grandes lignes, parce qu'on ne connaît pas tous les algos à fond, même les ingénieurs chez Google ne les connaissent pas complètement. Voilà, donc tu vois, c'est de découvrir ce monde et d'un coup, en fait, d'avoir tes premiers clients, d'avancer, de développer tes propres sites pour faire de la vente ou pour faire de l'affiliation, pour faire du business et tout, et de te dire, mais en fait, c'est idiot, je parle beaucoup d'argent dans ce podcast, mais de se dire, il y a de l'argent partout, sur Internet, il y a des possibilités d'en faire, mais pas forcément de mauvaise manière, entre guillemets. Et moi, aujourd'hui, ce qui me pousse un peu plus là-dedans, c'est de me dire que j'aimerais bien mettre nos compétences au service d'entreprises qui ont du sens. Voilà. On le fait déjà, on a des très beaux clients, il y a des clients que j'adore et tout ça. On a de la chance, on attire beaucoup de clients qui sont un peu... Enfin, ça se passe bien. Mais voilà, tout à l'heure, j'ai écouté un live, par exemple, avec une personne qui présentait un produit naturel pour traiter les plantes, qui va partir au niveau agricole, qui a vraiment un impact sur la nature et tout ça. Je l'ai contacté de suite, on va avoir un rendez-vous, on va échanger, mais si tu veux, c'est ce genre de projet que tu as quand même envie de porter aussi. Tu te dis finalement, on peut les aider à avoir de la visibilité. Alors les aider, bien sûr, on est payé, donc c'est pas vraiment une aide gratuite. Mais voilà, ce qui m'a poussé au SEO, c'est ça, je pense. C'est le côté, en fait, j'ai toujours aimé toucher un peu à tout. Je suis rarement resté plus de 2 ans dans un travail ou un an, et j'avais un peu la curiosité de découvrir des choses. Et le SEO, ça reste la même base, ça évolue. Mais par contre, tu vas pouvoir travailler avec des secteurs, mais de toutes parts. Et, euh, et je trouve ça génial. Après, c'est pas tous les jours la fête. Des fois, c'est plus sympa de travailler pour soi que pour tes clients aussi, honnêtement. Mais voilà, il y a un jour, on va pousser un site pour de vente de CBD. Le lendemain, ça va être une marque de cuir tanneur fait maison, etc. Le jour d'après, c'est un module pour économiser de l'essence. Après, moi, j'en ai un e-commerce dans le sport. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses différentes. Une maison de la petite enfance qui accueille plein de choses super pour l'éducation, pour l'éveil des enfants à Paris, etc. On a aussi un e-commerce. Enfin, c'est 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 ça vaste. qui est, Je qui est trouve que ce que sympa. tu dis est super intéressant et ça te permet de ne pas t'ennuyer, quoi. Par exemple, voilà, si tu es dans un domaine où, un sportif et que, voilà, tu passes une semaine, 2 semaines ou même un mois à fournir ou même un an à fournir disons, des entreprises qui sont dans le sport. Je pense que tu as envie de changer. Et ça, je trouve que c'est assez génial pour vous parce que ça vous Ouais, accorde une flexibilité, que l'on soit dans la blockchain ou dans la vente de chaussures ou dans la vente de claquettes. c'est Eh vrai. bien, c'est plus Ouais, des algorithmes, c'est plus de la technique, de l'analyse, de l'optimisation que vous allez avoir à faire. Donc, ça vous donne plus de pouvoir, en fait, en termes de travail. Donc, je trouve ça ouais. c'est génial. Et du coup, c'est une liberté en même temps aussi, cette partie-là, pour vous. Ouais, c'est vrai. Là, je me pose la question justement en ce moment du côté sur la partie prospection, tu vois. On dit souvent qu'il faut cibler, qu'il faut se spécialiser, ou en tout cas cibler ses séquences de prospection. C'est vrai, mais moi finalement, il y a des moments où je tire des listes et je vais faire des recherches et tout. Puis en fait, je vois une entreprise passer qui était mal triée par LinkedIn ou par autre chose, ou par moi, et puis je me dis, bah attends, je vais la garder parce que de toute façon, oui, il y a un potentiel. Et euh, ouais, en fait, je me rends compte que dans mes stratégies de prospection, par exemple pour la partie outbound de mon travail, je cible pas forcément très précisément. Ça m'a pas porté préjudice jusqu'à présent, mais on a eu de tout et n'importe quoi. Et du coup, maintenant, je commence à avoir envie de choisir, donc je me dis, je vais cibler. Mais enfin, choisir, c'est un grand mot parce que c'est pas comme si j'allais envoyer 2 papiers et avoir des clients de suite avec ça. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement intéressant et ça peut être bordélique si on fait pas attention, je pense, mais on peut travailler pour tous les secteurs. Et très bon, on est quand même sur un marché dynamique, il y a énormément de concurrence. Au début, quand je me suis lancé, je regarde sur Malte,
Je tape consultant SEO, il y avait, je te dis peut-être n'importe quoi, mais il y avait 10 000 résultats ou je sais plus combien de pages. Je me dis mais c'est pas possible. Euh, je vais voir sur LinkedIn, t'en as beaucoup, etc., etc., etc. Et t'as beaucoup d'agences et tout. Et en fait, tu te rends compte que, je pars sur un autre sujet, mais juste, je te dirai mieux après, mais on se démarque assez facilement par rapport à une qualité de travail et une vision qu'on a. Et finalement, plus le marché est concurrentiel, plus il est dynamique, jusqu'à un certain point, bien sûr. Quand c'est saturé complètement, faut vraiment se différencier, je pense. Et en fait, ça m'a fait un peu peur au début quand même. Je le dis au cas où certaines personnes veulent se lancer sur un marché qui est déjà énorme. Mais en fait, il y a de la place. On est quand même sur un secteur qui intéresse globalement tout le monde pour l'instant. Moi, maintenant, depuis que je fais du SEO, je vais à la salle de sport, je vais en soirée. Dès que je rencontre quelqu'un qui entend que je fais ça, c'est ah ben je fais ça, j'ai un ami qui a un site. En fait, tu passes toute ta vie à expliquer un petit peu des choses à ce propos. J'abuse un peu, mais c'est ça. Et finalement, moi, ça me gêne pas. Au contraire, je suis content parce que je me dis, ben, ça montre bien qu'il y a un besoin par rapport à ça et que du coup, ça peut fonctionner, quoi. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Developers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on rappuie sur l'accélérateur vers la croissance. Mais concrètement, oui, je te rejoins encore là, c'est que le monde se digitalise de plus en plus. Donc Ouais. il faut se démarquer concrètement pour se démarquer, les moteurs de recherche, Google, Yahoo, etc. Pour bien se démarquer Oui, là-bas, ils ont leurs algorithmes qui ne font que changer. C'est un petit peu chiant d'ailleurs, je sais pas comment vous faites, hein, on s'appellera après pour que tu me donnes des tuyaux. Mais il ça faut va. à chaque fois s'adapter à leurs algorithmes et ça c'est votre métier quoi. Donc même une personne qui a un blog maintenant ou un influenceur qui veut vendre en ligne et qui n'a pas énormément de trafic sur son site, c'est compliqué. Et si je comprends bien, en tout cas, je vais résumer un petit peu ce que tu as dit et je vais Mhm. vulgariser au maximum le SEO pour reprendre tes termes et tu me corrigeras. Bien sûr. Si tu veux, en fait, c'est le moyen qui permet à une entreprise ou en tout cas d'avoir une présence digitale en ligne au top du top, c'est-à-dire être en premier résultat Google. Donc, votre objectif, c'est C'est que vos ça. clients soient le plus visibles sur C'est les ça. moteurs de recherche à travers différents types de techniques qui peuvent être soit la rédaction d'articles ou des choses un peu plus techniques, c'est-à-dire alléger les sites internet, toutes ces choses. Ou, C'est ça. Structure de page, autorité, netlinking, il y a beaucoup de choses à mettre en place, ouais. D'accord, parlons d'ailleurs de ces choses. Quelles sont ces choses que vous mettez en place? Par exemple, moi, allez, petite étude de cas. Moi, c'est cool, voilà, cofondateur de TBP. J'ai des difficultés avec mon SEO. Euh, Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous me proposez concrètement comme service? Ok, bah déjà, bon, je connais pas toutes tes activités, mais admettons que tu aies une activité ciblée, tu en as une, hein, je veux dire, mais forcément on identifie ton activité. Nous, ce qu'on fait systématiquement, et je vais t'expliquer après les choses, c'est on fait on fait une analyse ou une vidéo d'analyse, ça dépend si on a déjà un rendez-vous avec la personne. On va d'abord analyser le site. L'avantage du SEO, c'est que c'est un plus pour nous. Tu arrives avec ton expérience, tes outils, etc. Tu arrives à savoir ce que vend la personne. Logique, hein, tu vas sur un site qui vend des chaussures, c'est quand même assez évident de savoir qui vend des chaussures. Des fois, c'est plus compliqué selon le site qui est mal conçu ou qui est pas bien réfléchi. Donc là, tu te dis, ah oui, il y a ça, ah, il y a aussi ça, puis en fait, il y a ça, et donc il y en a un peu partout. Donc tu te rends compte déjà que ça n'est pas ciblé. Donc on va analyser tout ça. Et on arrive avec un avantage au rendez-vous, donc j'arriverai à ce rendez-vous, tu vois, avec toi. Si on se connaît pas encore, qu'on s'est juste, qu'on a échangé 2, 3 messages, en te laissant parler d'abord, en t'écoutant, pour écouter tes besoins et tes envies, parce que des fois ça change, mais tout simplement en te disant ce que nous on a vu, ce qu'il faudrait faire pour aller chercher au mieux les meilleurs mots-clés. Donc en fait, le SEO, il y a 3 piliers pour simplifier. Tu as le pilier contenu, donc c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, écrire des articles de blog pour attirer du trafic ciblé, qualifié, des gens qui cherchent des mots-clés comme quelles sont les meilleures protéines végétales. Ben voilà, c'est pas un article qui va sortir, ils vont se renseigner dessus, etc. Donc voilà, c'est aussi le contenu des pages, hein, des pages de vente, des pages services, des landing pages, etc. Euh, donc tout le contenu en soi, qui est l'écriture. Après, tu as le pilier autorité, qui est un de mes favoris parce que du coup, c'est le pilier qui comprend 2 aspects qu'on appelle le netlinking. Donc enfin, c'est le netlinking et ça comprend 2 aspects. L'autorité, c'est les backlinks et le maillage interne.
Les backlinks, c'est très simple. Ça paraît très mystique pour plein de monde, mais en fait, c'est simple. C'est dans la vie, au plus on te recommande, au plus tu es reconnu. Sur Google, c'est la même chose. Au plus tu as de sites qui te recommandent, au plus tu es reconnu par Google et par ses algorithmes comme un expert dans ta thématique. Et en fait, comment tu fais pour être recommandé? Tout simplement, c'est quand tu as des sites qui envoient des liens qui redirigent vers le tien. Donc après, il y a plein de subtilités, mais en gros, voilà, ça, c'est le pilier backlink. Donc, il faut développer ça. Il faut avoir des campagnes, obtenir des liens d'autres sites. Tu as un site extérieur au tien. Toi, par exemple, imaginons que tu vas y faire une formation entrepreneur ou développement, quelque chose comme ça. Donc, ton mot-clé, formation entrepreneur, coaching, par exemple, est recherché 1500 fois par mois. Il y a plusieurs mots-clés qui tournent autour et on se rend compte que tes concurrents, dans la première page, sont très costauds. C'est des écoles de formation. Ils ont une autorité forte. On peut le voir par rapport à des métriques. Donc, comment faire pour atteindre ça? Il faut en fait derrière nous ce qu'on fait, parce qu'on a une obligation de moyens, on peut pas attendre 3 ans que ça avance. On va aller acheter des liens. Donc, on va aller tout simplement écrire des articles qu'on va poser sur d'autres sites. Dans cet article, il y aura un mot-clé qui va rediriger vers le tien. En cliquant dessus, hop, tu arrives sur ta page, comme un lien hypertexte, quoi, classique. Donc ça, c'est dans le pilier autorité netlinking. Et le maillage interne, c'est tout simplement je vais simplifier parce que c'est un domaine très complexe, mais c'est tout simplement l'arborescence du site et la manière dont les pages vont être reliées entre elles. Il faut que ce soit logique et fluide pour l'utilisateur, mais aussi pour Google. Le but, c'est que le robot reste dans ton site le plus longtemps possible. Le but, c'est qu'il puisse parcourir tes pages parce qu'il a un temps de crawl différent et qui est limité, un temps de visite, entre guillemets, qui est limité. Donc, si tu as des liens qui partent de partout vers l'extérieur de ton site intérieur et qui sont vers des pages incohérentes, le robot, en fait, il passe, il s'en va, il repart, puis je simplifie, mais en gros, il va pas pousser ton site. Quand tu as un site qui est hyper logique pour tout le monde, déjà, moi, j'arrive dessus, je comprends ce que la personne fait, qu'il y a des catégories de produits, tac, tac, tac. Déjà, c'est un bon début. Et en fait, les pages sont reliées entre elles sémantiquement, c'est cohérent. Donc voilà, ça, c'est très important comme travail. Et enfin, le dernier pilier, c'est le pilier technique. Alors, le technique, c'est à la fois la structure des pages, c'est-à-dire les titres, comment ils sont optimisés, est-ce qu'on met des mots-clés dedans, comment la page est structurée, est-ce qu'il y a des éléments qui sont importants à mettre, etc. Et il y a ce que tu disais tout à l'heure, tout ce qu'on appelle un peu les Core Web Vitals, c'est la partie technique sur la rapidité du site. Est-ce que ton site peut être visionnable sur téléphone, sur tablette et sur ordinateur de la même façon? Est-ce que ça va pas être en travers si d'un coup tu es sur le téléphone? Il y a ça, il y a encore d'autres éléments qui sont par contre plus ou moins importants en fonction de tes besoins. Dans ton cas, demain, si tu avais un site, tu veux développer un site pour vendre une formation et un accompagnement bootcamp entrepreneur, etc., le tout, ce serait de faire des pages par mots-clés, par requête importante, tu vois. Formation entrepreneur, par exemple, c'est un exemple bidon, hein, mais il faudrait faire une page précise, écrire du contenu, structurer la page et acheter des liens. Faire du netlinking tous les mois, faire du backlinking pour augmenter l'autorité de ton site. Parce que ton site, au plus il a d'autorité, au plus il est considéré par Google comme un expert, et au plus Google va te positionner. Parce que lui, son objectif, c'est de proposer des réponses utiles à ses internautes, pour que les internautes continuent à venir demander sur son moteur de recherche, entre guillemets, même s'ils sont en situation de monopole aujourd'hui quasiment, mais enfin, bref, mais voilà. Donc le but, c'est ça. Et donc il y a ces 3 gros piliers, chacun de ces piliers comprend plusieurs choses, mais du coup le SEO, ce n'est pas que faire des articles, au contraire, même si c'est très important. Donc dans ton étude de cas, qui était la question limitée au niveau des détails, je peux pas te dire exactement ce qu'on ferait, mais globalement, on va aller analyser la concurrence, le marché, le volume des mots qui concernent ton activité et voir comment on va chercher ces positions systématiquement. C'est assez simple en fait dans le procédé, on va dire. Bah, c'est top, merci pour cette réponse. Je pense que enfin, c'était assez complet. J'espère que c'était clair parce que c'était peut-être trop complet. Je vais essayer de simplifier, mais Pour moi, c'était clair. Après, je pense, je sais pas si c'est pour nos auditeurs, mais je pense que c'était assez clair. Enfin, moi, en tout cas, j'ai compris qu'il y a trois piliers majeurs dans le SEO. On a cette partie production de contenu, le blogging, etc., etc. On a cette partie, disons, netlinking, backlinking, c'est-à-dire créer des liens internes ou externes. On a cette partie maillage également, c'est-à-dire avoir une cohérence dans son site internet, en tout cas, enfin, dans sa plateforme digitale. Et on a cette partie également, disons, optimisation, c'est-à-dire alléger disons par exemple les images, ou bien avoir de l'ergonomie, enfin une ergonomie assez sympa sur son site internet, toutes ces choses-là. Donc je pense que en fait, il faut faciliter la vie le plus possible. Enfin, il faut le plus possible faciliter la vie aux utilisateurs, aux personnes qui sont sur Google et Google. Si je comprends bien. C'est ça.
Mais c'est exactement ça, en fait, c'est les deux. Aujourd'hui, tu vas aller sur LinkedIn, tu vas avoir des gens qui vont te dire il faut absolument tout faire pour l'utilisateur. D'autres qui vont te dire non, il faut faire tout pour Google. En fait, il faut arrêter avec ça, il faut faire les deux, c'est tout. C'est faisable. Tu rends les choses simples, fluides, logiques, boostées au maximum et ça va marcher. Voilà. Après, il faut apporter un contenu de qualité, bien écrire, etc., que ça soit utile. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et ces trois piliers, je précise juste, ne sont pas nécessaires systématiquement les trois à la fois. Chaque site, chaque cas, pardon, va avoir son besoin et ses priorités. Parfois, ça va être que du contenu. Souvent, c'est du contenu et des liens. Et puis, parfois, il va falloir retoucher deux, trois bricoles techniques. Enfin, voilà, ça dépend vraiment au cas par cas. Ok, super. Top. Très, très belle réponse. Je te remercie pour ça. Merci. On va passer à d'autres questions parce que j'en ai pléthore de pléthore. Attends. Je vais te lessiver aujourd'hui, Guillaume. Du coup, ma prochaine question, c'est plus sur, toujours sur ton cœur d'activité, le SEO. Mais au-delà du SEO, on entend également d'autres termes. Le SIA, bon, je connais l'ensemble de ces termes, mais je pense que ça peut être intéressant de donner la différence un petit peu aux personnes qui nous suivent. Quelle est la différence globale entre le SEO et le SIA? Ok, alors déjà, je vais commencer par ce qui n'est pas vrai, c'est que de dire que le SEO est gratuit et que le SIA est payant. C'est faux parce que tu payes pour le SIA, mais tu payes aussi pour le SEO. Il y a un moment, il faut payer des consultants, il faut prendre du temps, etc. ou des liens. Le SEO, comme je vous l'ai dit, on appelle ça du référencement naturel parce qu'en fait, on va naturellement améliorer son site, le contenu, etc. pour que les robots nous détectent et nous fassent monter petit à petit. Le SIA, c'est on prend un raccourci, on va choisir des mots-clés et on va payer Google directement pour qu'ils nous mettent en haut de la page quand quelqu'un tape chaussures vegan par exemple. Tout en haut des pages, vous allez toujours avoir tous ceux qui écoutent là, vous le savez déjà, je pense, mais vous avez des liens sponsorisés en haut de page 2, 3, 4, ça dépend. C'est ces liens-là qui sont travaillés par le SIA. Par contre, c'est vraiment pas si simple que ça dans le fond à le SIA. C'est un univers assez compliqué aussi. Il y a beaucoup de choses à faire et nous on n'en fait pas. On en a fait un peu pour nous, mais c'est pas notre spécialité. Donc vraiment, c'est la différence. Par contre, les deux sont utiles, sont très complémentaires. La petite guéguerre entre les deux, elle est un peu ridicule, mais par contre, j'aime bien dire quand même que si tu as du budget, c'est pas mal de commencer par du SIA parce que tu n'as pas besoin d'attendre pour avoir tes premiers clients. Si c'est bien ciblé, que c'est bien fait, tu vas pouvoir apparaître un certain nombre de fois sur les premiers résultats et il y a des gens qui vont pouvoir cliquer. Bien que les gens souvent n'aiment pas trop cliquer sur les liens sponsorisés, mais il y en a quand même. Et il y a d'autres moyens d'y arriver. Donc, tu vas faire du SIA, de la publicité en fait, hein, tout simplement. C'est l'un des plus gros moyens de rémunération de Google. Hein, c'est leur business aussi. Donc voilà, tu commences par ça, tu fais du SEO en parallèle doucement, doucement. C'est bien si tu peux faire les deux, mais voilà, c'est pas toujours possible. Et en fait, au bout d'un moment, quand le SEO vient positionner ton site en première page naturellement, tu arrêtes la publicité parce que ton site est déjà dans la première page et tu attends un peu et au bout d'un moment, tu arrêtes le SEO aussi. Et pourquoi on dit que le SEO est gratuit? Parce que au bout d'un moment, quand tu as investi, travaillé un certain temps, eh bien en fait, ton site va être positionné tout seul et ça va beaucoup moins bouger, voire pas du tout des fois. Et tu vas avoir du trafic sur ton site gratuitement puisque tu es positionné là naturellement. Alors que la publicité, si tu l'arrêtes, tu n'as plus rien du jour au lendemain, à part les gens qui te connaissent déjà. Mais avec le SEO, c'est ce qui est pas mal, c'est que sur le long terme, c'est exponentiel. Tu vas positionner de plus en plus de pages, tu vas être de plus en plus visible, et donc les gens pourront tout simplement venir sur ton site et tu n'auras pas besoin de payer pour ça. Voilà. Super intéressant. C'est pour moi la principale différence. Est-ce que il serait pour une entreprise qui est en train par exemple de se lancer, qu'est-ce que tu lui recommanderais justement, enfin une personne qui n'a pas énormément de moyens? Moi, je pense qu'automatiquement tu me diras d'activer cette partie SEO directement, c'est-à-dire faire avec ses moyens. Mais moi, je pense aussi ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'allier les deux, SEO, SIA, SEO, SIA. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, le plus intéressant, c'est d'allier les deux, clairement. Pourquoi? Parce que tu commences ton site allez, je sais pas, on va dire en ce moment, c'est un peu plus avant, au mois de juin, et tu vends toutes sortes de produits, dont des produits saisonniers ou pour les fêtes de Noël, etc. Donc, au début, tu vas faire démarrer ton SEO doucement. Déjà parce que en fait, le SEO n'est pas que pour se positionner. Il y a un moment, avoir des articles, avoir du contenu sur les pages qui est bien écrit, qui est vendeur aussi, mais qui est tourné, c'est important parce que si tu fais un site qui ne ressemble à rien, qui n'a pas de contenu, tu vas faire de la pub, les gens qui arrivent dessus,
ils vont pas rester, ils vont pas acheter, ils vont pas, voilà. Donc je pense que ça peut être utile pour ça. Le mieux pour moi, c'est de démarrer avec les deux et après, au cours de la vie du site et de l'entreprise, c'est par période de ramener des campagnes de publicité en plus du SEO pour booster sur certaines requêtes. Il y a des requêtes qui sont très concurrentielles sur lesquelles ça va être très compliqué d'arriver en SEO rapidement. Voire même avec beaucoup de temps, parfois c'est très compliqué aussi, ça dépend des budgets. Donc dans ces cas-là, pourquoi pas payer de la pub dessus? Donc en fait, je pense qu'il faut se servir de ces deux outils, parce que c'est réellement deux outils, deux moyens d'acquisition, et les coupler à des moments stratégiques, sur des périodes de fête, quand tu sais que tu as un calendrier de l'Avent pour je ne sais quoi, tu vends des calendriers de l'Avent, peut-être que tu n'as pas pu travailler cette partie en SEO, mais tu vas pouvoir mettre de la pub sur les périodes de novembre-décembre pour en vendre un moment, puis après tu arrêtes la publicité et tu réinvestis sur le reste du SEO et tu continues petit à petit. Le mieux c'est de commencer par les deux, comme tu l'as dit c'est très compliqué quand même parce que c'est un budget. Je pense que des e-commerce qui ont peu de moyens, s'ils ont du temps, c'est quand même beaucoup mieux de faire du SEO parce que tu peux parfois rapidement avoir des résultats. Il y a toujours des mots-clés, des longues traînes qu'on appelle, des phrases assez longues qui sont moins concurrentielles sur lesquelles tu peux être visible. Mais on a aussi des clients qui ont plutôt choisi d'aller vers de la publicité dès le début parce qu'en fait, ils ont ce besoin de vendre, de faire du chiffre en espérant en faire suffisamment pour vendre, pour pouvoir investir après en SEO. Mais selon les marchés, c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que le SEA peut coûter de plus en plus cher et c'est pas toujours évident. Donc je pense qu'à partir du moment où on fait les choses bien, ça peut bien se passer. Si on tombe sur un mauvais prestataire qui fait des publicités n'importe comment, c'est pas terrible. Après, il y en a des très très bons et eux par contre sont capables de faire des miracles, quoi. Mais voilà. C'est pas une réponse très précise, ça dépend des cas. Mais au mieux des cas, SEO, SEA en même temps, dès le début. Ouais. Ok, top. J'avais cette question justement parce qu'il y a disons, il y a un débat aussi sur le temps, la durée, justement, lorsqu'on fait appel, enfin, lorsqu'on active soi-même son SEO ou lorsqu'on fait appel à des professionnels pour activer cette partie SEO pour nous. Généralement, les entrepreneurs sont pressés. Ils ont l'impression que ça peut se faire en une semaine ou 2-3 jours. Comment est-ce que ça se passe? Alors ouais, ça c'est la question à chaque fois. Donc je suis content que tu m'aies pas dit. Alors combien de temps ça prend le SEO parce que bon, je peux répondre mais pas complètement. Comment ça se passe? En fait, nous on est conscient de ça. On part du principe qu'une personne qui investit de l'argent dans son projet, c'est pas rien, que ce soit 200, 300, 1000 ou 2000 euros, peu importe, c'est quand même de l'argent. Donc elle est en droit d'ailleurs en attente d'estimer des résultats, elle est en droit d'attendre des résultats. Du coup, ce qui est important, c'est dès le début de montrer qu'on est conscient de ça, je pense, en étant tout à fait transparent. Nous, on a des personnes qui arrivent avec des secteurs extrêmement concurrentiels, qui démarrent à peine. On leur dit de suite qu'il va falloir beaucoup de temps, que s'ils sont pas prêts à ça, qu'ils n'ont pas la possibilité d'étaler sur le temps, il faut qu'ils fassent autrement. Peut-être qu'ils aillent vers de la pub, qu'ils fassent peut-être d'autres systèmes on a d'autres techniques qu'on leur propose, mais qui sont pas de notre ressort. Mais on est très transparent. Moi, j'ai jamais dit à un client, vous inquiétez pas, dans 2 mois, vous êtes top 1, ça va cartonner. C'est impossible. C'est mentir de faire ça. Personne peut le prévoir. Pourquoi? Parce que oui, tu as de l'expérience, tu travailles bien. Tu peux savoir que dans certains cas, en 1 mois, tu penses que ça va passer de la 3e page à la première. Ça arrive, hein, il y a déjà tu le vois, il y a des signaux, des entreprises qui ont déjà travaillé. Tu sais qu'avec 2-3 changements, paf, ça peut décoller. Dans certains cas, ça nous est arrivé plusieurs fois. Le problème, c'est qu'entre-temps, il peut y avoir une mise à jour, il peut y avoir des concurrents qui poussent en même temps, il peut y avoir plein de choses. C'est Google qui décide au final. Donc, on n'est pas maître de ça. On sait comment faire, mais on peut pas promettre. Et c'est là où c'est compliqué de vendre parfois aussi. Mais justement, en étant transparent et en montrant nos résultats, ça marche mieux. Mais voilà, tout simplement, je pense que c'est honnêteté, transparence et rester éthique par rapport à ça, d'expliquer aux gens que ça prend du temps, de pas les décourager non plus. Mais voilà, il y a des cas où on voit que c'est peu concurrentiel, on voit qu'il n'y a pas vraiment de concurrents, on leur dit de suite ça va marcher, il y a du potentiel, ça peut aller vite. Et dans d'autres cas, non. Donc ouais, ça se passe plutôt bien, écoute, parce qu'on on est transparent et honnête là-dessus et on n'a pas eu peur de dire non parfois parce qu'on savait que ça serait pas possible. Voilà. Oui, carrément. Carrément. Bon, je te pose cette question parce que j'ai un entrepreneur aussi justement qui est dans cette partie SEO, toutes ces choses-là, SEO, SEA. Ouais. Et souvent on déjeune ensemble et qui me dit justement parfois il rencontre des clients qui je te paye 2000 euros et j'ai besoin d'être dans les premières pages le plus rapidement et lui ça le fait un petit peu chier parce qu'en fait à chaque appel il doit répéter le même discours qui est que
ce n'est pas du one shot. C'est Oui, sur c'est du ça. moyen terme minimum. Enfin, il y en a, enfin, je connais des agences, par exemple, qui ne signent pas de contrat si c'est pas au minimum sur 3 mois, quoi. Parce qu'il y a, enfin, c'est Ouais, compliqué d'avoir des résultats. Et, parfois, je me mets à votre place et je me dis, miskin, quand même, c'est un ouais, petit peu, c'est c'est un petit peu compliqué de convaincre un client, du fait que, eh bien, concrètement, faites-nous confiance. Dans les 3 mois qui arrivent, vos résultats devraient s'améliorer, mais oui. on ne sait pas de combien, parce que Big Brother, Google peut décider d'ajouter un nouvel algorithme qui va peut-être nous faire mal. Donc, mais faites-nous confiance quand même. Ouais, c'est ça. Mais en fait, alors nous, on se fait quand même confiance parce qu'on a de l'expérience et qu'on sait qu'on fait du travail de qualité. Donc, c'est un mot assez simple, mais en fait, il veut tout dire. Là, les mises à jour qui ont lieu en ce moment, ça bouge pas de notre côté. Ça monte ou alors ça descend un peu et ça remonte. On n'a pas de grosses chutes, de gros trucs comme ça. Donc, on n'est pas très inquiet avec ça parce qu'on a décidé de base de partir sur un modèle qualitatif au maximum. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais après, dès le début, moi, ça m'est arrivé. Il y a des clients qui le savent de suite, qui arrivent informés, d'autres à qui tu le dis et qui comprennent et qui même te disent, mais du coup, est-ce que c'est utile? Et tu leur dis oui, oui, mais on va trouver le moyen d'aller plus vite. Mais j'en ai qui certaines fois me disent mais bien sûr, je suis conscient de ça, il n'y a pas de souci. Et puis tu sais, juste avant de couper le col et de dire bon, de toute façon, rapidement, t'entends ce mot-là rapidement, vite. Et là, tu dis non, attendez, je viens de vous le dire, ça va pas être rapide. Tant pis, tu précises. Après, nous, on n'a pas d'engagement avec les clients. On ne signe pas de contrat sur 3, 4 mois, 6 mois. C'est au mois par mois. On ne signe pas un contrat à chaque fois. On part sur un engagement, mais ils arrêtent quand ils veulent. La prestation est commencée, il faut la payer. Par contre, fin de mois, tu peux arrêter et le lendemain direct. Donc ça les soulage énormément déjà. On leur dit en fait, ce qu'on leur dit, c'est qu'on va faire le travail, on sait ce qu'on fait, ça va être bien fait, et qu'ils verront les résultats. Parce qu'en fait, honnêtement, tu peux pas faire du SEO sur 1 ou 2 mois sans que ça bouge un tout petit peu. Je veux dire, il y a des cas où c'est possible. Tu viens de créer ton site, il est tout neuf, il est vraiment tout bébé. Il va rien se passer. Il faut peut-être 2 mois des fois pour que ça commence à bouger, 3 mois, voire 4. Allez, ça peut être long avec un petit budget. Mais il y a des pages qui vont bouger immédiatement quand le travail est bien fait. Et du coup, le tout, c'est en fait de sélectionner ces mots-clés qu'on va travailler et de les mettre dans un tableau, un suivi, et peu importe, de partager aux clients tous les mois, toutes les semaines s'il faut, parfois, nous c'est tous les mois, où ils en sont, quoi. Donc nous, des fois, c'est tu as démarré 99e ou même en dehors de la SERP, des résultats de Google, et il y a un mois, tu étais là, puis aujourd'hui, tu es là. Donc oui, tu n'es pas en première page, oui, tu n'as pas encore de trafic qui est converti, mais par contre, tu vois bien que le travail sert à quelque chose. Et ça, c'est quand même important. Donc après, moi, honnêtement, je le comprends. Si le client m'appelle, me dit je suis un peu agacé, on a payé 2000 € depuis 2 mois, il se passe pas grand chose. Bien sûr que je vais me dire bon, il faut que je lui redise, mais en même temps, attends, il nous paye 2000 € quoi. Enfin, il y a un moment, faut pas déconner. C'est quand même normal. Après, moi, j'ai quelqu'un qui me l'a dit. Hein, on avait un budget avec lui de 1900 € par mois. Dès le début, il m'a dit la target, c'est les 3 premières positions, le top 1 si possible. On a 6 mois max, on y arrive quoi, tu vois. Et c'était déjà beaucoup. Hein. 6 mois, c'était beau et tout ça. Et en fait, on a eu en un mois, on a eu des résultats exceptionnels, mais du coup, c'était génial. Le problème, c'est que derrière, ils s'attendaient à ce que ça bouge autant vite tous les mois, alors que c'était pas possible. Donc là, la dernière ligne droite a été plus compliquée à la fin. Et donc quand ça se travaille dans les retours, tu vois, il y a des clients, je leur fais des retours, j'essaie de travailler le côté, tu vois, sur cette page-là, il y a eu plus de clics, ça vient du SEO. Au début, ton trafic venait de ton nom de marque, de ta communication, et là, petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. On est passé à 1000 clics et 600 clics sur 1000 sont venus du SEO. Et en fait, on va analyser nos outils et nos connaissances et tout ça pour faire des retours et sans, c'est pas de la manipulation, mais c'est de la communication. Et ça, j'en parle parce qu'au début, je le faisais pas tellement. En fait, on partageait les résultats au fur et à mesure, on se disait que ça suffisait. Et on s'est rendu compte que non. Et tu vois, le meilleur exemple, il y a un mois, j'ai fait un retour avec un mail et un document bien construit entre guillemets dans lequel en fait je montrais à quoi avait servi le SEO parce que tu leur dis ben, vous voyez sur 10-15 pages qu'on a travaillé, vous êtes maintenant en première page, avant vous n'existiez pas entre guillemets. La personne te dit ah super, mais bizarrement ça suffit pas des fois de se dire oh, c'est bien on est en première page, septième, sixième, mais ok. En fait quand tu dis ben en fait tu vois là ton trafic c'est tant par mois, au début 60% du trafic, 90% c'était ton nom de marque, aujourd'hui 90% ça vient du SEO. Et après, ah oui, c'est vrai que les gens qui viennent nous voir nous disent, ben, on vous a trouvé en tapant ça sur Google. Et là, hop, ça fait le chemin. Et du coup, je me dis, mais nous, c'est logique pour nous, c'est notre métier. Mais même les gens qui payent, avec qui on échange tout le temps, ils ont beaucoup de choses à gérer. C'est pas toujours évident pour eux. Donc, faut un petit peu les accompagner parfois, prendre par la main ou expliquer comme ça et leur faire comprendre. C'est aussi le rôle d'un consultant d'être communicant. Et franchement, c'est pas évident. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, faut y penser quoi. Donc, je pense que
c'est peut-être le défaut aujourd'hui de certains freelances ou entrepreneurs, et ça en est un pour moi aussi. Je m'améliore, mais je suis loin du compte, hein. Des fois, je vois des concurrents, des collègues qui font des rapports incroyables, mais c'est de savoir que ouais, on est technique, ok, on fait du bon travail, c'est déjà une base qui est pas donnée, mais après, il faut savoir communiquer en fait, quoi. Et la rétention client, elle est là, elle se joue là. C'est la communication, l'échange, savoir montrer ce qui fonctionne et prendre le temps pour ça. Super, top. C'est la réponse à laquelle, auquel j'attendais. Merci pour ça. Du coup, je sais que Plaisir. dans cette partie SEO, il y a la partie production de contenu. Cette partie-là, elle donne des cheveux blancs aux entrepreneurs qui décident de se lancer tout seuls, hein, parce qu'ils savent que voilà, parfois faire appel à des agences peut coûter plus ou moins cher en fonction des budgets. Et certains se lancent justement dans la production de contenu, soit du blogging, toutes ces choses-là. Quel conseil t'aurais à leur donner à ces derniers-là qui veulent faire un peu de rédaction quoi, pour améliorer leur SEO? Ok, alors le premier conseil, c'est de pas écrire pour ce qu'on veut et soi, mais de penser à écrire pour ses clients. La première chose, c'est ça, c'est comme en marketing, mais je parle de ça d'un côté plus basique en fait, pratico-pratique, c'est essayer de réfléchir essayer de réfléchir à ce que vous vendez, et pourquoi, et de trouver au minimum, de pas perdre de temps. En fait, je vais pas faire un cours SEO parce que ce serait trop long, et enfin bref, mais j'ai envie de dire, écrivez du contenu, oui, mais un article sur votre entreprise qui était au salon du coin, c'est bien, ça en fait partie, mais c'est pas ça qui va ramener du monde. Faut essayer, si possible, d'écrire. Dans le cas d'articles, on va prendre que le cas des articles, pour des sujets utiles. Le tout, c'est de se dire qu'est-ce que les gens se posent comme question vis-à-vis de mon produit. Si vous n'avez pas les outils, la compétence pour les utiliser, etc., allez au moins voir sur Google, tapez le mot-clé de votre site ou l'un des mots-clés, l'un de vos objets, de vos produits, sacoche, etc., bandoulière, je ne sais pas. Tu vends des sacs à main pour femmes en cuir, par exemple, ou pour hommes, des sacoches, etc. Tu sais ce que tu dois taper, tu tapes sac à main pour femme cuir, sac à main femme cuir. Tu vas voir sur Google les résultats qui sortent, les questions que les gens se posent en dessous. C'est facile de voir ce genre de choses au début. Après, c'est compliqué de faire pareil, un bon travail derrière systématiquement, mais ça aide à cadrer. Donc déjà, c'est important. Après, si tu veux, on pourra en parler plus tard, mais il y a des techniques simples pour savoir un peu sur quoi partir. Par contre, la chose que j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, c'est d'alerter sur les IA. Donc, ce que j'ai envie de donner comme conseil aux entrepreneurs qui veulent se lancer parce qu'ils n'ont pas les budgets ou qui veulent essayer eux-mêmes, c'est OK, faites-le, mais surtout, ne faites pas tout écrire par l'IA et ne copiez-collez pas ChatGPT sur votre site. Déjà, c'est pas une question d'éthique ou quoi que ce soit, il y a aucun problème, c'est un outil, l'IA, c'est merveilleux. Mais l'IA, en fait, n'est pas conçue pour faire du SEO. C'est pas ChatGPT, pour ne prendre que cela, n'a pas été créé pour faire du SEO. Elle a été créée comme modèle de langage. Donc on peut lui expliquer des choses et s'en servir, mais à aucun moment elle ne sait ce qu'est une intention de recherche, un mot-clé, une valeur, etc. Il y a plein de choses comme ça qu'elle ne connaît pas. Et donc en fait, si vous avez un peu le syndrome de la page blanche, que vous ne savez pas trop quoi écrire, oui, faites votre structure de page, essayez de cadrer votre sujet comme si vous écriviez une dissertation, par exemple. Allez sur ChatGPT, posez les questions, prenez le contenu, mais après retravaillez-le. Parce que si vous recrachez mot pour mot le contenu qu'il vous a donné, il sera pas humain, il sera pas singulier, et surtout, voilà, il sera pas singulier puisque les gens qui vont avoir le même secteur que vous vont poser les mêmes questions, les contenus vont se ressembler, et ça, d'ici à peu de temps, ça va commencer à être pénalisé par Google. Alors attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas l'IA qui est pénalisée, c'est le résultat. Google s'en fiche de comment on fait, mais il veut pas qu'on fasse n'importe quoi. La sortie, ce qui compte, c'est le résultat. Donc on peut écrire avec l'IA, mais il faut le reprendre, il faut faire attention. On a des clients qui ont fait leur page tout avec l'IA. Ils avaient le sujet, mais ils n'ont pas le temps. Ils sont dans leur magasin, par exemple, un shop, un truc comme ça. Tu sais, entre deux clients et tout, il va faire son site. C'est normal, quoi, je veux dire. Mais en fait, on arrive et il a eu du budget finalement pour passer avec nous. Et on voit les pages et on se rend compte qu'elles sont trop optimisées. Le mot est répété un nombre de fois incalculable. C'est mal formulé. Ça sent que c'est pas propre ni humain. Même si l'IA peut sortir des résultats incroyables, mais encore faut-il les demander correctement. Et du coup, en fait, en désoptimisant sa page et en l'humanisant un peu, on a gagné des positions, tu vois. Donc, c'est vraiment important, quoi. Faut penser quand même aux gens qui vont venir dessus, lire notre site et les respecter un peu. Je pense que c'est important aussi. Mais voilà. Donc, ça, je m'étale, mais vraiment, ouais, un conseil simple, c'est n'utilisez pas que l'IA. Et puis, positionnez-vous à la place de vos clients pour écrire. Déjà, c'est déjà bien. Après, Avec l'émergence, les IA existaient depuis un moment, mais avec la vulgarisation maintenant ouais. de l'IA, ChatGPT et toutes ces choses-là, on a l'impression qu'on a le contrôle et qu'on peut tout faire et que c'est super facile. Sauf que oui, comme ce que tu dis là,
un contenu qui est rédigé par une IA comme ChatGPT, euh, c'est de l'open source. 10 000 autres personnes, 10 000 autres entrepreneurs ont la possibilité de produire le même type de contenu avec les mêmes types de résultats. Et si 10 000 autres entreprises ont des sites internet qui sont similaires à 70, 80, 80% en termes de mots-clés, etc., c'est sûr que Google travaillera sur des algorithmes permettant de détecter tout cela, quoi. Donc, sur le très court terme, ça peut être rentable, mais je pense que c'est plus une épée de Damoclès qu'on se met sur la gorge parce que, eh bien, concrètement, Oui. dans les mois qui suivent, ou même, enfin, je pense que oui, dans les mois qui suivent, parce que je pense qu'ils sont en train de travailler déjà dessus, eh ben, ce sera complètement, ça faussera complètement le résultat et on peut se C'est ça. retrouver. D'ailleurs, c'est ma question aussi, on peut se retrouver à apparaître dans les premières pages et par la suite disparaître petit à Oui, petit. clairement. Je suis content que tu en parles et que tu le résumes comme ça parce qu'en fait, tu as tout dit. C'est que tu peux te faire shooter clairement. De très bas, pas forcément disparaître, mais ça se peut. Aujourd'hui, Google a déposé un brevet en juin 2023. Je me rappelle plus du nom du brevet, le terme est pas très clair, mais en gros, le brevet maintenant fait qu'ils sont capables, dans une analyse de page, ou du moins de mieux en mieux, c'est jamais parfait, de détecter la singularité d'une page, comme je disais. Et du coup, en fait, ils vont aussi maintenant venir chercher des contenus qui étaient peut-être plus éloignés avant parce qu'ils n'ont pas acheté des liens, qu'ils n'ont pas cette autorité, etc., mais qui sont vraiment bien écrits, qui sont utiles, qui ont une expertise sur le sujet, qui ont une singularité dans l'écriture et dans le contenu qui est apporté. Et ça, c'est très important. Et en fait, exemple, moi demain, j'achète un complément alimentaire. J'ai un site sur le sport et tout ça, et en fait, où je fais un article. Et dans cet article, tu vois, je vais parler des bienfaits du complément, qu'est-ce que ce complément, blablabla, deux, trois, ok, les basiques. Mais par contre, il y a un moment où je vais carrément parler de mon expérience utilisateur. Comment j'ai reçu le colis, à quoi il ressemblait, le goût, comment je conseille de le consommer. Ça, c'est hyper important. C'est des petits tips comme la façon de l'utiliser, comment consommer, comment nettoyer, comment, etc., etc. Et c'est le genre de plus, en fait, qui va rendre ta page singulière parce que tu rajoutes un côté singulier, personnel, humain. Donc ça, c'est important et c'est ce que tu as dit. Aujourd'hui, moi, j'ai des collègues SEO qui me le disent clairement. Ils ont un client, le client est au courant, ils lui disent, hein, des fois non, mais là, dans ce cas-là, il est au courant. Ils lui ont fait, le mec, pardon, je dis le mec, mais c'est un homme, du coup, ce client-là, voulait son site rapidement. Il voulait un maximum de pages. Donc, il leur a dit, voilà, moi, je veux 200 pages, tac, qu'elles soient bien faites et tout, mais par contre, il faut aller vite et tout. Ils ont dit, ok, pas de souci, mais on va le faire avec l'IA. Ils n'ont pas fait 100% IA, mais ils ont fait un template. Ils ont dupliqué, ils ont envoyé. Pour l'instant, et ça passe. Ils sont en train de monter, ils ont des résultats et tout. Mais le SEO me l'a dit, il m'a dit, on est conscient que dans 3 mois, c'est terminé. Pas terminé, ça va pas chuter d'un coup, mais il sait qu'ils devront refaire les pages. Donc en fait, le but, c'est de les positionner, de les retravailler après. C'est une technique. Nous, on travaille pas comme ça. On part de suite sur du bon taf. Mais c'est clairement ça. Là, déjà, en ce moment même, il y a, alors pardon, ça sera peut-être pas diffusé à ce moment-là, mais on est au mois d'août. Il y a une core update actuellement, une mise à jour Google qui va reprendre sur les liens, le contenu, etc. Et donc, les sites sont en train de bouger pas mal. Et ça va être de plus en plus. En fait, l'algorithme se rapproche de plus en plus de l'humain puisqu'il veut apporter une réponse à l'humain. Donc, de base, pour optimiser, il faut quand même aussi aller vers l'humain. Et voilà. Mais carrément, oui, ce que tu dis là, ça, je te suis parfaitement là-dessus aussi. C'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux ou tout ce qu'il y a de digital. Ouais. Après, c'est mon raisonnement à moi, mais j'ai de plus en plus l'impression que les humains qui sont derrière ces outils-là veulent faire en sorte que ces outils deviennent de plus en plus humains. On va prendre l'exemple, par exemple, des réseaux sociaux. Plus on a d'interactions, plus on fait des vidéos où on se montre, etc., plus les algorithmes nous mettent en avant. Et ben, j'ai l'impression que c'est un peu pareil maintenant. Enfin, ça va tendre un peu plus vers ça que sur les sites internet, parce que voilà, avoir un site, enfin, de l'IA derrière des articles, c'est intéressant. Mais Google, j'ai même vu, je sais plus si ça date de maintenant aussi, hein, ça date d'un petit moment, qu'ils ont maintenant donné la possibilité de faire des recherches vocales également. Donc c'est du parler, quoi. Je cherche un burger à côté, je ne vais plus écrire avec l'ensemble des bons termes. Donc j'ai l'impression que même sur le site internet, il faut garder son authenticité, il faut être soi, et il faut être humain. Et surtout, il faut penser comme sa cible. C'est ça. Et plus on réussit ça à reste du marketing, en fait. Oui. Et oui. Alors après, il faut pas oublier les bases de l'optimisation. Pour l'instant, elles sont toujours les mêmes. Il faut pas oublier de faire en sorte, si on peut, d'optimiser son site, ses vidéos YouTube, etc., etc. Mais voilà, ouais, n'ayez pas peur d'être différent dans ce que vous faites. En fait, allez voir la concurrence, faites comme eux mais mieux ou différent, en gardant les mêmes bases. Voilà. Donc, si tu es, je te donne juste un exemple. Si tu es coach sportif à Marseille, par exemple,
tu veux placer ton site sur le mot-clé coach sportif Marseille, tu le tapes sur Google, tu vas voir ce qu'il y a en première page. Tu vois que tout ce qui tombe, les 2 premières positions, c'est des annuaires et des comparateurs. Tu sais que tu ne pourras pas aller chercher ces positions-là parce que c'est des gros sites et que tu n'es pas un annuaire, tu es toi-même un coach sportif. Ok, tu oublies, par contre, le 3e, 4e, 5e, c'est des coachs sportifs. Tu vas sur leur site et tu vois sur quelle page tu arrives. Une page d'accueil ou une page spécifique. Et la page d'accueil, tu vois que le premier a marqué coach sportif à Marseille, mon activité, mes cours, cours en ligne, cours en présentiel, peut-être combien coûte un coach sportif à Marseille, 2-3 bricoles comme ça. Donc tu comprends qu'en fait, il faut quand même mettre ton mot-clé coach sportif Marseille dans quelques titres et qu'il faut parler de certains sujets. Très bien, tu les reprends, tu fais un peu la même chose et puis tu fais un peu la même optimisation. Tu mets pas ton mot-clé partout et tu fais un entre-deux. Et après, tu vas dire, tiens, en fait, moi, ma particularité, c'est ça, ou je pense à autre chose, rajoute-le, fais-le, mets-le en bas de page, en début de page, peu importe, mais garde cette base. En fait, il faut arrêter de se dire, oui, il faut être absolument unique. Si les gens sont là, si les concurrents sont là, c'est parce que Google a accepté qu'ils le soient et c'est pour une bonne raison. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Il y a un moment, on veut faire ce qu'on veut, mais en même temps, on fait les choses pour être visible et vendre aussi. Donc, il faut quand même suivre un peu la tendance, quoi. Pas facile de tenir le juste milieu entre Google et ses robots et l'humain qu'il y a derrière. Mais ouais, on aura l'occasion d'échanger dessus. Tu te rends compte, Guillaume, c'est fou, hein. On avait promis 1h30. Là, on a déjà fait 1h15. Waouh, ok, ah ouais, c'est clair. Je sais pas si tu vas recouper des passages ou pas, mais j'espère pour les gens qui vont nous écouter. T'en fais pas, c'est juste hyper intéressant. Donc, on va essayer de tenir parce que je sais que tu as un maximum de 2 heures max. Ouais, donc, ça, on va tout faire pour faire ce podcast dans ces temps-là. Et juste pour continuer, dis-moi, est-ce que tu aurais dans le podcast, en fait, on adore donner des tips ainsi que des outils aux entrepreneurs. Quel pourrait être, par exemple, toi, ton top 3 des outils que tu pourrais conseiller, par exemple, à un entrepreneur qui veut travailler son SEO? Ah, ok, pour le SEO. Tu me rassures ce que j'allais dire, sinon ça va être compliqué de faire un top 3 des outils en général. Alors, pour le SEO, il y en a... j'en ai 3, ouais, j'en ai 3 actuellement. En fait, il y en a 3. Alors, le premier, c'est SEMrush. Mais pourquoi je parle de SEMrush? Parce que j'en parle en version gratuite. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer SEMrush tous les mois. Si vous pouvez, tant mieux, vous arriverez à le maîtriser facilement. Les outils sont pas besoin d'être expert pour utiliser un outil. Enfin, on peut être meilleur, mais en gros, SEMrush, donc juste abonnement gratuit. Soyez malin entre guillemets, vous arrivez, vous vous connectez, vous créez une adresse mail et quand ils vont vous demander de tester la version pro en gratuite, vous refusez et vous allez directement sur la version normale. Et en fait, à partir de là, vous avez le droit tous les jours d'utiliser SEMrush gratuitement. Il faut faire maximum 10 demandes par jour, mais ça aide déjà. Et puis, vous créez plusieurs adresses mail, vous pouvez créer plusieurs comptes SEMrush et vous pouvez utiliser SEMrush à l'infini. Voilà. Après, c'est bloqué dans le système, mais ça aide beaucoup. Voilà. Allez voir votre mot-clé dessus, tapez, cherchez, fouillez un peu. Deuxième outil, ça s'appelle, c'est une extension gratuite qui s'appelle Detailed SEO Extension. Donc c'est en anglais, Detailed avec D-E-T-A-I-L-E-D, SEO et extension. En fait, cette extension est géniale. Il faut la télécharger sur Chrome et Firefox et vous la filez en haut à droite de votre écran. Et sur n'importe quelle page d'un site, vous allez cliquer dessus. Il va vous donner la méta-titre, c'est-à-dire le titre qui apparaît sur Google quand on visionne votre site, la description, et dans la deuxième page de l'extension, on peut voir tous les titres d'une page. Donc ça permet d'aller voir les concurrents et de voir ce qu'ils ont mis comme titre et de se dire tiens, je vais faire un peu pareil. C'est extrêmement utile. Et enfin la troisième, alors j'ai pas trop envie de le dire parce que pour moi c'est pas un outil pour le SEO, mais c'est Yoast SEO. Donc pour WordPress, alors attention, je crache pas dessus, mais en fait, il y a des gens qui pensent que Yoast SEO leur dit que c'est au vert, la lisibilité et le SEO de la page, donc tout est parfait. Alors qu'en fait, Yoast, les professionnels ne s'en servent pas. C'est bidon, c'est une extension, c'est un plugin qui est super pratique quand on ne sait pas du tout faire, parce qu'il va nous dire si la page est illisible, ça va faire des petites paillettes, pas des paillettes, des petites gommettes rouges ou vertes. Voilà, mais donc si tout est au vert ou orange, c'est bien, mais mettez-le quand même. Si vous êtes sur WordPress, par exemple, mettez Yoast SEO. Au moins, vous aurez une facilité pour modifier certaines choses dans votre page et surtout, vous aurez des indications sur la lisibilité et le SEO de votre page. Mais voilà, on va dire que ça peut toujours servir, quoi. Bah écoute, c'est pas mal du tout. Je te cache pas que j'utilise déjà ces 3 outils. SEMrush, c'est dingue. Et également, enfin au tout début, je ne sais pas combien de pages, combien d'adresses Google j'ai créé pour pouvoir avoir accès à tous ces outils. Mais c'est dingue, quoi. C'est dingue. Il donne tous les résultats. C'est complètement fou. Donc je recommande complètement, comme toi aussi. Et Yoast aussi, je suis dessus. C'est vrai que parfois je suis un petit peu
partagés parce que ils sortent des résultats. J'utilise aussi un outil qui s'appelle 01, j'ai oublié le nom. Ah, mais oui, 01.fr. C'est ça, oui. Voilà, mais J'utilise. alors tu vois, alors merci, désolé, je te coupe, mais en fait aujourd'hui nous on a vu qu'on est pro et qu'on a des revenus etc. Grâce à ça, on paye des outils, donc on paye Your Text Guru qui est la version premium plus d'un autre système créé par Sylvain Perronnet, bref pour le SEO, pour l'optimisation sémantique. Mais oui, non, alors du coup laisse tomber Yoast, on va prendre un point .fr à la place. Voilà, désolé pour Yoast, quand vous écrivez une page, allez sur 1.fr, c'est sur Internet, et vous copiez votre URL, il va vous sortir directement le taux d'optimisation de la page, et c'est bijou. C'est gratuit, c'est facile d'utilisation, ça donne des idées de mots-clés. Donc, du coup, c'est toi qui l'as donné, c'est cool, merci, mais Disons que voilà. tu utilisais déjà cet outil, donc disons que c'est un bout à deux. C'est ça. Allez, hop. Allez, Allez, on va allez, c'est continuer. parti. J'ai encore quelques questions Oui, sur cette partie présentation d'entreprise. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On sait que tu es plus dans cette partie, dans l'aspect SEO, optimisation, Google, etc. Maintenant, comme tu le sais, comme c'est expliqué chez TBP, on pense qu'il existe énormément de leviers pour une entreprise pour qui cherche de la croissance, d'atteindre la croissance. Mais nous, on s'est concentré sur 4 leviers. Et du coup, en fait, j'aimerais te poser des questions justement pour ton entreprise, Katana SEO. Comment est-ce que tu as activé ces leviers, que ce soit en marketing, en communication, en vente et en growth? Si tu veux bien jouer le jeu, on va commencer par le bien sûr. marketing, par exemple. Concrètement, comment est-ce que tu as façonné ton offre? À partir de quoi est-ce que tu t'es, à partir de quoi est-ce que tu t'es basé pour commencer à faire ton offre ainsi que ton positionnement? Ok, donc on parle pas de levier d'acquisition, on parle vraiment du positionnement marketing. C'est bien ça? Ouais, ok. Donc, alors ça va pas être une réponse exceptionnelle. Comment on s'est positionné en termes de marketing? Tout simplement, en fait, on a un peu identifié ce qui se faisait sur le marché et ce qui se faisait autour de nous, et on s'est rendu compte qu'il y a une tendance globale au fait de vouloir aller de plus en plus vite, de faire plus en plus de choses pour de moins en moins cher, et que malheureusement c'est souvent ce qui va donner des mauvais résultats. Donc nous, de base, comme c'est nos valeurs et qu'on avait envie de travailler comme ça, parce qu'on fait le travail pour nos clients comme si c'était pour nous, on voulait faire de la qualité. Donc on s'est parti sur un positionnement avec des tarifs qui sont pas les moins chers du marché, pas les plus chers non plus, mais qui peuvent être parfois équivalents à certaines agences connues, des grosses agences et tout, parce qu'en fait on va vraiment cibler de la qualité. Le positionnement était comme ça. On n'a pas eu de positionnement par rapport à la clientèle, mais donc notre positionnement c'est en fait tout simplement d'avoir un travail qualitatif qui apporte des résultats. Donc aujourd'hui c'est ce que j'appelle le SEO qui fonctionne vraiment, voilà, parce qu'il y a beaucoup de clients qui se font avoir ou qui ne sont pas très satisfaits des résultats. Mais en fait, je vais te dire, j'ai beau avoir fait des études marketing et avoir travaillé avant dans certains secteurs, je n'ai pas fait une vraie étude à la base comme ça. Je suis allé voir un peu la concurrence, alors bien entendu toujours pareil, la concurrence, Eskimos, Monkey, etc. Il y a plein d'agences. Je suis allé voir leur site, qu'est-ce qu'ils mettent en avant sur leur page, qu'est-ce qui fait qu'ils les différencient, comment ils se démarquent. Et puis ensuite, en fait, ce qui m'a aidé à me positionner, c'est LinkedIn en fait, au fur et à mesure. Donc, je suis obligé de faire le couple avec le canal d'acquisition. Je ne sais pas si je peux faire le transfert directement, mais euh, j'ai commencé à poster sur LinkedIn. C'est ce qui a vraiment changé les choses, entre guillemets, comme pour beaucoup de monde. Euh, et en fait, dès le début, tu fais des posts et tu vois les gens réagir sous tes posts et répondre à ce que tu ressors. Et finalement, c'est ces personnes-là. Donc, on dit souvent que la plateforme, on lui donne beaucoup de temps et c'est beaucoup de travail. Mais moi, je trouve qu'elle nous rend énormément, en fait. C'est une plateforme, c'est pas un humain, mais il nous rend énormément quand même. Parce qu'en fait, mes posts positionnement, déjà, j'apprends plein de choses de mes collègues, des gens qui publient, etc. Mais en plus de ça, c'est grâce à ces posts et à la communication que j'ai lancée au début que je me suis rendu compte, en fait, des piliers de ma communication. Donc, on parle de positionnement, mais pour moi, ça va avec. Donc, je couple les deux. Hein. Je sais que tu as 4 parties, mais je vais pas être cool. Ça va être, je vais pas arriver à te faire les 4 différenciés. Mais en gros, voilà, ça m'a aidé parce que tu vas faire un post, quelqu'un commente en dessous un autre, t'écris un message et te dit c'est génial parce que moi, en fait, j'ai connu ça, ça s'est mal passé et vous, voilà, vous faites ça, ou super beau boulot pour ça, ou il va te dire en fait incroyable, vous faites ça, et toi, tu te dis mais en fait, on le fait, mais je m'en rendais pas compte et je l'ai pas mis dans ma communication, mais je l'ai fait involontairement. Donc ça m'a aidé, ça m'a aidé très rapidement à me positionner. Donc en fait, je pense qu'il faut pas attendre d'être positionné parfaitement avant de se lancer. Il y a un moment, il faut se lancer et c'est l'action qui va apporter le reste après. Bien entendu, c'est quand même pas mal d'être conscient de son marché, des concurrents et de savoir ce qui est pas mal. On aurait pu se positionner sur des prix pas chers, du travail rapide, pas trop mal et bombarder un peu partout.
On a choisi l'inverse. On a de suite choisi on fait de la qualité, il y a des résultats, on vous le garantit et ça sera transparent et honnête du début à la fin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre positionnement. C'est toujours le même, mais il s'est un peu éclairci avec le temps. Franchement, c'est top. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que déjà tu valorises LinkedIn. Dieu seul sait combien les entreprises et les entrepreneurs doivent à LinkedIn. Enfin, je pense que c'est the plateforme si on est en B2B, the plateforme to be. Et au-delà de ça, en fait, tu as parlé un petit peu du test and learn aussi. Quand je parle du test and learn, c'est que voilà, au départ, vous aviez une offre qui était déjà assez calibrée. Mais par contre, pour voir vraiment ce dont vos clients, disons, rêvaient, avaient besoin, et bien concrètement, vous êtes parti, vous leur avez fait vos offres et c'est eux qui vous ont fait des retours sur des choses positives comme négatives qu'ils voyaient chez vous. Et c'est en fonction de ça que vous avez développé l'entreprise concrètement, quoi. C'est ça. En fait, nourrissez-vous, si je parle je vais dire ça comme si je parlais aux personnes qui nous écoutent peut-être. Il y en a qui sont peut-être largement plus avancés que moi, je pense, mais au cas où, nourrissez-vous des retours de vos clients, de votre entourage et des cibles, en fait. Donc, si vous n'avez pas de clients, que vous n'avez pas d'expérience, alors je n'ai pas eu à le faire par chance parce que c'est pas évident, mais allez contacter des gens en leur posant vraiment des questions, quoi, très sincèrement, sans leur vendre quoi que ce soit, pour avoir leur retour sur le marché, sur comment ça se passe pour eux, quelle est leur image du marketing, du SEO, etc. Et voyez ce que ça évoque en vous pour vous positionner ensuite. Et sinon, si vous avez des clients, en fait, prenez le temps d'échanger, de les écouter et de voir ce qu'ils vous font comme retour. Et tout ce qu'ils vous disent, essayez de le garder. Moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, on fait un rendez-vous, le client arrive, on n'a pas signé après, ou des fois on signe, c'est pas grave. Mais d'entrée de jeu, des fois, il va me dire « Ah, mais c'est incroyable, il m'est arrivé ça ». Et là, j'écoute et je pousse la discussion vers là. Parce que je me dis ce qu'il est en train de me donner, c'est une mine d'or. C'est même beaucoup mieux qu'un contrat. Voilà, tu vois, tu sais de quoi je parle, hein, c'est juste incroyable. Donc, ouais, le positionnement, on le fait par rapport à des aspirations personnelles, je pense, et à un marché, mais il va se faire après vraiment par rapport à la confrontation au marché, quoi. Exactement. Comme tu as dit en test and learn. Ouais. Ouais, c'est exactement. Et tu as parlé de l'aspect écoute active aussi. On aura le podcast va bientôt finir. Je suis un peu triste, ouais. Mais ce que je te propose, c'est peut-être un peu plus tard dans l'année. Pourquoi pas refaire un autre podcast. On pourrait échanger sur d'autres thématiques. Mais je trouve que ce sur quoi on dit, ce sur quoi on échange là, il y a énormément de valeur ajoutée. Il y a énormément de conjoncture à avoir et d'embranchement de sujets hyper intéressants à avoir. Mais en tout cas, en ce qui concerne ton positionnement, moi, ça me paraît complètement top. Et du coup, j'ai une question qui m'intrigue. C'est surtout sur allez, je vais employer le terme branding, mais même si je sais que c'est un grand mot pour ça, c'est surtout sur le nom de ton entreprise, Katana SEO. On a l'impression quand on lit ça que vous êtes là pour en découdre avec le avec le SEO. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'origine de ça et surtout du branding de la société? Ouais, bien sûr. Alors l'origine, c'est on cherchait entre autres un nom de domaine et puis aussi des choses sympas pour se démarquer un petit peu. Et en fait, Katana SEO, bon, il y a le côté katana pour déjà de base, si tu veux, en fait, moi plus jeune, j'ai toujours fait un petit peu des arts martiaux, j'étais attiré par le côté asiatique, etc. C'est un peu cliché, mais c'est des choses qui me plaisent, l'univers comme ça et tout ça. On a tous une enfance avec des références sur certains mangas, animés ou des choses comme ça. Après, à la base, ce nom n'a pas été créé par moi, donc je vais pas me l'approprier. C'était mon associé qui a démarré comme ça. Et en fait, mais j'étais au courant du truc et puis on l'a gardé après parce que j'ai voulu le mettre en avant. Ensuite, il y a le côté où, si tu veux, on est 3 à la base et 2 maintenant qui sont partis tous les 3 au même pays en Asie, etc., qui ont des choses et tout ça. Et le côté katana, parce qu'en fait, c'est un petit peu le samouraï du SEO. Il y a ce côté de fidélité, de droiture, de combativité, etc., tu sais, d'intelligence dans l'action. Mais après, c'est le côté fun et marrant, trouvé de dire on tranche la concurrence, on est là pour découper le game. Enfin, c'est assez drôle. Et comme toujours, tu regardes, tu dis personne l'a fait, donc allez, on y va, tu vois. Voilà. Mais aujourd'hui, je le markete pas suffisamment, je pense. Je devrais le mettre plus en avant. Mais c'était un petit peu ça, ouais. C'est un peu les samouraïs du SEO, Katana SEO et le nom de l'agence nous paraissait bien. Puis je pense que ça vient un peu de l'amour qu'on a tous les trois et à des degrés différents pour l'Asie et pour la culture. Alors, je veux pas dire la culture asiatique, parce que ça veut rien dire. Chaque pays a une culture différente en Asie comme partout. Mais globalement, il y a des valeurs qui sont un peu propres à certains. On va dire, moi, nous, en tout cas, j'étais parti à Taïwan, des amis au Japon, etc. C'est des pays différents, mais il y a des valeurs similaires sur certains aspects. Puis
malheureusement dû aux guerres qu'il y a eu à l'époque de la colonisation, ils se sont un peu croisés sur des sujets aussi là-bas. Donc voilà, du coup, globalement, je pense que c'est des choses qui nous plaisent et que c'était fun en fait. On n'est pas parti sur un principe très éloigné, on s'est dit tiens, ça nous fait marrer. Et puis ça sonne bien après de dire qu'on va découper la concurrence. Donc, Mais tu sais, je trouve que c'est justement, je trouve que c'est dommage que vous ne jouiez pas encore plus avec le terme parce que ouais. je sais que ça reste ancré en fait. Je ne lis pas mes notes. Je sais que Katana SEO et en fait, ça me fait penser un peu à la société. Bon, je pense que tu connais Kimono, Oui, qui ont un branding qui est hyper fort aussi. ouais, ouais, ils sont hyper forts. Et je pense que si vous jouez avec, vous avez tout un univers à vous quoi qui est à faire découvrir. Mais ça reste vraiment en tête quoi. Et, enfin, quand j'ai vu Katana SEO, justement, c'est pour ça que j'utilisais le terme. Vous allez en découdre, c'est peut-être avec la concurrence, mais vous êtes là également pour être tranchant avec le SEO des clients qui viennent qui vous font confiance et surtout qui dit Katana, dit discipline. Bon, il y a énormément de choses qu'il y a C'est derrière ça, voilà. Il y a tous ce. ces trucs-là. Et puis le katana, c'est l'arme la plus tranchante, la plus efficace et qui va durer dans le temps. Et c'est un côté noble et tout ça. Et c'est un peu la vision du travail qu'on fait en tout cas. Voilà. C'est un peu. Mais je retiens ce que tu me dis et ça sera, écoute, c'est à l'occasion si tu veux me dire comment pour toi on devrait le mettre plus en avant, c'est avec plaisir parce que on a souvent la certitude qu'on doit le faire, mais on se dit attends, mais il va falloir créer des visuels, faire des montages, des choses comme ça. Et en fait, c'est pas toujours accessible. Donc, on va le faire au petit à petit, je pense. Mais déjà, je me dis que oui, il faut que je refasse ma bannière LinkedIn, que je pousse un peu plus là-dessus. Pourquoi pas embaucher quelqu'un pour le faire, voilà. Enfin, tu vois, juste petit à petit. Et puis décorer un peu derrière moi. Là, j'ai un fond blanc. Si tu regardes là, j'ai juste une table à thé et puis un éventail chinois, donc c'est particulier. Mais j'ai pas, j'aimerais bien mettre sur le mur un samouraï, enfin des bricoles comme ça, quoi. Voilà, rester un peu Là, dans ce concept. mon imagination est en mode ébullition, tu peux pas savoir, mais Tu si tu veux, m'étonnes. on aura l'occasion de se faire un call, ça pourrait être sympa Ouais, avec de plaisir. travailler sur ça. Mais je pense en tout cas qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, quoi. Et du coup, je vais me permettre de continuer parce que il y a encore Ouais. trois autres leviers. Bon, j'ai encore des questions sur le marketing, mais je te propose qu'on en reste là et qu'on Mhm. passe sur cet aspect vente. Du coup, bon, je pense que vous êtes déjà à fond sur LinkedIn. J'aimerais savoir si en quoi est-ce que la plateforme elle vous apporte et surtout est-ce que vous êtes sur d'autres plateformes pour cette partie Ok. vente quoi. Alors je vais cadrer la réponse, que ça soit un peu plus rapide quand même. Aujourd'hui, on est sur Malte déjà, faut pas cracher dessus. On est sur Malte, LinkedIn, bien entendu, et on fait de la prospection outbound, c'est-à-dire du cold mail, du mail à froid et de la prospection ciblée. Donc, comment ça se passe? LinkedIn nous a énormément apporté. Pourquoi? Parce que j'avais 400 contacts, une bricole comme ça. Aujourd'hui, je suis à presque 4000 abonnés. Donc, c'est pas énorme hein, comparé à d'autres, etc., etc. Mais c'est déjà super. On avance petit à petit. Et en fait, déjà, LinkedIn nous a ramené nos premiers clients. Vraiment, c'est des posts, des gens qui ont commenté en dessous. Je suis allé interagir avec eux en privé, parce que sans ça, c'est quand même compliqué. Et donc, hop, on a décroché un contrat, un autre et des recommandations. Et aujourd'hui, là, j'ai fait un podcast il y a 4 jours. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec toi. J'ai fait un live, j'ai rencontré des gens super. J'ai rencontré des partenaires aussi. J'ai rencontré un développeur web qui a beaucoup de contacts et de relations et qui avait besoin d'un partenaire SEO. On s'entend super bien. Il nous a donné plein de clients. On lui a donné plein de clients. On travaille ensemble sur des beaux projets. J'ai rencontré des personnes géniales qui m'ont recommandé, etc., etc. Donc LinkedIn, tu l'as dit, y a aucun doute là-dessus. Pour moi, tu développes ta boîte, peu importe ce que tu fais. Mais même si tu es plombier, c'est pas grave. Va faire tes posts, va trouver une fibre et tu y vas. Faut que ça plaise. Hein. Il y a d'autres plateformes, mais enfin voilà. Donc LinkedIn, c'est le côté inbound. Tu sais, on poste, etc. On attire un peu du trafic. Euh, on a une newsletter. Un jour, peut-être qu'on fera des formations, donc ça nous permettra aussi de les monétiser via la plateforme, d'apporter de la valeur. Mais voilà, LinkedIn, ça m'apporte ça. Par contre, c'est pas autant au début, c'était la seule source de clients. Aujourd'hui, ça s'équilibre. Il y a moins de clients qui viennent de LinkedIn par moment, selon ma stratégie, selon la période, etc. Par contre, il y a du coup toute cette partie sur Malte qui nous a ramené de beaux clients aussi. C'est dur de se démarquer dessus, mais faut pas l'écarter parce que il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas les plateformes pour les freelance, je comprends pas pourquoi. En fait, c'est juste une super base aussi. On a fait un compte optimisé, on reçoit des demandes. Là, j'ai eu une réponse tout à l'heure, une marque de spiruline
qui a développé, qui aujourd'hui a 5000 visiteurs par mois, fait du trafic et veut un partenaire de confiance, donc c'est top. On a eu un client dessus, c'est une boîte américaine qui s'appelle Chicago Automatics, qui est dans tous les pays du monde quasiment et qui a énormément c'est une colossale, c'est une multinationale quoi. Et on l'a eu grâce à Malte. Donc voilà, il y a Malte, LinkedIn, après la prospection. Pourquoi? Parce qu'il y a des périodes où c'est creux, de compter que sur un canal, c'est très dangereux. LinkedIn peut s'effondrer du jour au lendemain, on ne sait jamais. Donc voilà. Du coup, ce qui nous a apporté les plus beaux clients, ça reste quand même la prospection aussi à côté. LinkedIn, ça permet aussi de toucher des prospects, d'échanger avec des gens, de les contacter, de commenter leurs posts, ce qui est quand même une approche beaucoup plus sympa que d'envoyer un mail à froid. Et récemment, on a essayé de jouer un peu sur d'autres panneaux, donc je finis là-dessus. On a scrappé des mails sur Google, on a téléchargé un système, une application, je me suis formé là-dessus, puis j'avais déjà un peu des compétences, et on envoie des séries de mails à des artisans locaux, des entreprises très locales. Ça fonctionne bien, mais pas beaucoup pour l'instant. On va améliorer, puis c'est le mois d'août, donc c'est un peu mort. Et après, donc après la prospection plus directe, qui elle tout simplement est un coup de cœur, un site qu'on connaît, qu'on adore, quelqu'un avec qui on a vu un échange, peu importe. En fait, on va faire une vidéo d'analyse de son site, on va le contacter directement avec la vidéo en lui disant tiens, prends ça, dedans tu as des conseils pour vraiment améliorer les choses. Et c'est cadeau quoi, voilà, entre guillemets. Et puis la personne souvent soit nous remercie puis se débrouille, soit du coup est intéressée d'échanger avec nous. Donc ouais. Aujourd'hui, on mêle inbound et outbound parce que l'un sans l'autre, l'un nourrit l'autre en fait. C'est hyper enrichissant. Et surtout, l'inbound ne te permet pas toujours de choisir. Alors que l'outbound, mine de rien, tu peux quand même plus choisir tes prospects. Donc voilà, c'est tout pour la partie vente. On essaie d'être complet. Génial. Franchement, je trouve ça super intéressant, justement que, en tout cas, si je comprends bien, LinkedIn vous a apporté énormément, mais vous ne restez pas que sur LinkedIn parce que demain LinkedIn bug ou demain il y a un problème sur LinkedIn, le business est down. Si j'ai bien compris, donc on ne met pas tous ces œufs dans le le même panier. Voilà, dans le même panier. Ouais. On essaie de diversifier un petit peu les ressources disons de prospects, etc. Donc si j'ai bien compris, vous êtes sur LinkedIn, vous faites de la prospection également à toute patate. J'ai oublié le reste. Malte et puis Malte, oui, voilà, oui, toujours intéressant. Oui, je voulais revenir justement sur les réticents des plateformes comme Malte, etc. C'est un moyen incroyable de pouvoir générer des clients. On se rend pas compte à quel point. Moi personnellement, je suis sur Malte. Bon, j'ai pas encore updaté mon profil, mais tout ce qui concerne la partie réalisation d'études de marché, business plan et ouverture juridique de société, nous on est sur Malte. Et on a pas mal de retours parfois d'entreprises, enfin pas d'entreprises, mais plutôt de personnes qui nous contactent pour que nous puissions bosser ensemble, quoi. Et je pense que ce serait se tirer, ne pas bénéficier, enfin pas se tirer, mais ne pas bénéficier d'une chose dont on n'a pas vraiment besoin de payer, si ce n'est la commission à un moment donné. On n'a pas vraiment besoin de payer pour être dessus. Ce serait se tirer une balle un petit peu dans les pieds avant d'avancer, quoi. Donc franchement. Et c'est ça. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pardon, je pense que je t'ai coupé aussi. Je te dis du coup, c'est juste qu'en fait, c'est une réaction directe, tu sais, c'est de dire, en fait, c'est ça, franchement, vous démarrez, il faut s'en foutre, quoi. Tous les moyens sont bons, surtout tout ce qui est gratuit. Donc, faut arrêter. Il y a des gens, oui, moi, je suis pas allé sur les plateformes parce que c'est dévalorisant. Mais pourquoi? En fait, on te contacte, si tu veux pas le produit, le prends pas. Mais sinon, tu peux avoir des super rencontres. On a eu des super clients grâce à Malte, vraiment, quoi. Donc, il faut y aller, il faut optimiser son profil, il faut prendre le temps. Faut rien. Et j'ai oublié, pardon, c'est long, mais la recommandation aussi, c'est incroyable, quoi. Ne négligez personne, parce que tout le monde peut vous recommander, tout le monde est un client potentiel entre guillemets. Donc voilà, c'est fou. Écoute, j'ai une autre idée de podcast, mais on verra ça après. Sur la recommandation, toutes ces parties-là, hyper intéressant. Et du coup, je te propose qu'on fasse juste la petite dernière question sur la vente, qui est est-ce que Guillaume, tu aurais une formule magique qui te permettrait de closer rapidement? Parce que tu m'as dit que tu fais de l'emailing, etc. aussi. Quelle est ta secret sauce? Ouais, alors closer, vraiment, on parle pas d'avoir une approche, d'obtenir, juste vraiment de closer, quoi, la fin. Ok. Pour le closing, alors
C'est assez étonnant parce que dans mon ancienne expérience, j'ai pu closer des clients difficiles parce que j'avais réponse à leurs objections, j'écoutais, je savais rebondir sur certaines choses et ça s'apprend, mais c'était pas facile. Mais là, en fait, j'ai pas eu besoin de trop forcer. Pourquoi? En fait, tout simplement, on arrive au rendez-vous. Donc, en fait, comment closer? Je pense que il faut que la personne en face ait confiance et envie de travailler avec vous, pense qu'elle a un intérêt à travailler avec vous. Bien sûr, il faut que ça matche au niveau du tarif, etc. Mais ça, c'est notre affaire. J'ai pas de technique secrète parce qu'il y a plein de gourous et des formations et tout ça. Oui, c'est bien si on veut se former, mais enfin, honnêtement, c'est le naturel qui paye, quoi. Parce que il y a des fois, tu te dis, je vais faire ça, toutes les objections, j'ai une réponse. En fait, tu calcules beaucoup trop et puis au final, à force de calculer, tu touches plus rien du tout. Donc, c'est pas terrible. Tout simplement, on apporte de la valeur. On donne pour recevoir, on arrive au rendez-vous, on a analysé la situation, on est à l'heure, c'est bête, hein, mais on arrive à l'heure ou même on avance. On sait écouter. Quand on arrive, le principal, c'est écouter la personne. Ne commencez pas à parler de vous. Vous êtes là pour l'écouter lui, c'est lui le cœur du sujet. Ou elle, hein, je dis toujours lui, pardon, je parle beaucoup au masculin, mais voilà, donc écoutez la personne qui est en face de vous et prenez le temps d'écouter parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il va vous dire pendant le rendez-vous qui vous permettra de closer. Donc, il va il va vous tendre des perches inconsciemment. Si vous voulez en savoir plus, répétez ce qu'il vient de dire. Un peu, ah, d'accord, en répétant la phrase un peu étonnée, ça va l'inciter à poursuivre. Et après, alors, il y a une autre chose, mais il faut arriver en ayant analysé la situation. Dans mon cas, c'est facile en SEO, enfin facile, mais c'est pas possible dans tous les métiers. Mais là, on arrive, on sait ce qu'il faut faire pour le site, on leur dit, et on va même souvent leur dire si vous travaillez, que vous travaillez avec nous ou pas, on vous le dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc ne faites pas vraiment, peu importe avec qui, sachez que c'est ça. Donc si on vous propose plus ailleurs et tout, c'est qu'on vous cherche un peu à vous entuber. Ne parlez jamais en mal de vos concurrents, ne soyez pas négatif sur les autres et tout. Il y a une chose qui est assez importante aussi, c'est de pas hésiter à être confiant. En fait, il faut tout faire sauf montrer qu'on vend finalement. Parce que moi, je suis tellement persuadé aujourd'hui que notre service, il est qualitatif et qu'il va fonctionner que je regarde les personnes en me disant, si vous le prenez pas, c'est dommage pour vous. Je leur dis pas, bien sûr, c'est bizarre de dire ça, mais j'en suis vraiment persuadé. Il m'a fallu du temps. Au début, je pouvais pas. J'étais pas confiant. Des fois, on a un client qui a des grosses attentes, qui veut quelque chose, et on est là, on a limite envie de dire, ah ben en fait, attendez un peu parce que je suis pas sûr, tu vois. C'est dur, quoi. Faut assumer derrière. Maintenant, je me dis, mais en fait, on travaille bien, on le sait. Donc, quand j'arrive, on est content de vous voir, on écoute, etc. Mais à aucun moment on va être là à pousser la vente et tout. Non, en fait, nous, on a des clients, tout se passe bien, on n'est pas pressé, on n'est pas en train de gratter les portes pour avoir de l'argent et tout ça. On est bien, mais seulement on est intéressé par travailler avec vous, par le fait de travailler avec vous. Et si vous voulez bien, vous allez voir que ça sera gagnant pour vous aussi. Donc, je pense que c'est ça, c'est d'être serein. Si on vous demande des expériences, si vous en avez pas, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours pareil, ça peut se justifier, ça peut s'expliquer, on peut un peu mentir parfois aussi. Il faut pas avoir peur en fait d'être sûr de soi, mais sans être prétentieux, quoi. Donc restez vous-même, arrivez préparé, connaissez le sujet, donnez de la valeur, partagez au client sans avoir peur qu'il ait plus besoin de vous après. Et je pense que déjà on établit une relation de confiance. Et à partir de là, après, voilà quoi. Super. Ça roule en général. Super. Et activer l'écoute active, super important. Ouais. Ne jamais parler en premier. C'est ça, t'as raison. Et pourtant, je sais que j'aime parler. Ouais. Tu vois, mais écoute, on est deux. J'adore ça. Ouais. Je trouve que c'est en échangeant justement qu'on monte en compétences, qu'on grandit et qu'on découvre le plus le monde. Et comme je disais au début du podcast, de cet échange, c'est que je rencontre pas mal de profils et à chaque fois, en fait, j'en ressors nourri et à chaque fois, je suis étonné. Même quand voilà, on parle de LinkedIn, on parle de réseau, on parle de SEO. Voilà, j'ai les compétences pour. J'ai déjà échangé avec des personnes pour. Mais le fait d'échanger avec toi, j'apprends encore, si tu veux, une verticale encore de l'outil. Ouais. Et ça me fait encore plus l'apprécier. Ça me donne encore plus envie de l'utiliser. Et j'ai également conscience que il ne faut pas dépendre justement que de cet outil. Bon, c'est incroyable, quoi. Donc, parler, c'est bien. J'adore ça. Et j'aime écouter aussi. Ouais, donc voilà. Yes. Non, du coup, j'ai une question aussi. Bon, tout à l'heure, on échangeait un petit peu dessus et ça fait pas mal écho aussi à cette partie marketing. C'est votre communication. Voilà. Je sais que vous êtes sur plusieurs canaux, etc. Si on peut juste échanger assez rapidement sur LinkedIn, comment est-ce que ça se passe la communication sur LinkedIn? Est-ce que tu postes très fréquemment? Quels sont les types de contenus que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour communiquer?
Alors maintenant, c'est cadré, il y a une stratégie éditoriale, c'est «maîtrisé» entre guillemets, pas totalement. Il m'a fallu du temps, donc encore une fois, s'il y en a qui commencent, vous mettez pas la pression à commencer à vouloir faire, trop de choses parce que moi je me la suis mis, ça servait à rien. Tout simplement, oui, aujourd'hui rapidement, c'est cadré. Toutes les semaines, je poste 5 fois par semaine. Je cadre en tofu, mofu, bofu, tu sais, le top of the funnel, middle of the funnel. Donc pour les gens qui connaîtraient pas au cas où, c'est juste faire en sorte d'agir en entonnoir. Le post en début de semaine pour ma part va être là pour toucher un maximum de personnes, inspirationnel, expérience, vie, des choses personnelles si ça vous dérange pas. Le post du milieu de semaine pour moi, c'est la technique, c'est montrer mon expertise, des choses comme ça. Et le post du vendredi, avant c'était ça, j'en avais que 3 par semaine. Le post du vendredi, c'était du coup le BOFU, donc bottom of the funnel. Du coup, c'est celui qui va convertir. Donc là, tout simplement, c'est ressortir des succès clients, des réussites, parfois des échecs, mais qu'on a su gérer. Et puis aussi beaucoup d'études de cas, des clients, ou alors des choses que j'ai entendues sur la concurrence, sans citer de concurrence, on n'est pas là pour ça, mais juste de dire, voilà, on a eu un client qui nous a parlé de son expérience, c'est hallucinant. Nous, du coup, on a fait ça et on a signé. Et en fait, ça montre que, ben voilà, t'es pas parfait, mais quand même. Et donc, au début, c'était ça, un post par semaine. J'ai commencé par un post par semaine. Je suis passé à 3 et là, je suis à 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une newsletter. Donc, tous les mardis, j'essaie de la mettre en avant. Je vais faire un post intéressant et puis la dernière fois j'ai juste mis 2 lignes, une blague et je dis tiens c'est pas grave j'ai pas le temps et puis ça me fait rire, des fois il faut se lâcher un peu. Et le jeudi c'est la news SEO de la semaine, donc maintenant je fais une vidéo forme média, je suis là assis, j'ai mis la musique du JT au début et j'envoie une nouveauté SEO, une bêtise comme ça, et je m'éclate bien à faire ça. Donc voilà, mais globalement, c'est très bien de structurer quand même. Et il y a un moment où je me suis rendu compte que certains posts allaient convertir. Et chaque fois que j'en faisais un, j'avais une demande client derrière. C'était exceptionnel. Je me suis dit, ça y est, j'ai craqué le système, c'est bon, on a gagné, tu vois. Puis pas du tout. Un mois après, ça s'est arrêté. Donc en fait, j'ai compris que c'était pas éternel, mais et voilà, j'ai cadré. Ça m'aide et donc ouais, 5 fois par semaine, c'est cadré en forme d'entonnoir comme ça. Et surtout, j'utilise Notion aujourd'hui, mais peu importe l'outil, j'essaye d'écrire à l'avance quand même. Au début, c'était au jour le jour et c'était trop prenant, trop stressant. Maintenant, j'ai 2 matinées par semaine, 2 heures. Je fais 3 posts, puis 2. Et puis, s'il y a un jour, j'ai pas envie, que j'ai pas d'idée, je me force pas. Parce que faire du contenu inutile qui sert à rien, non, voilà, ça m'est arrivé de pas oser ne pas poster. Tu sais, tu t'es dit, il faut absolument être régulier. Mais franchement, non, de plus en plus, je me lâche un peu avec ça. Je me dis, voilà, c'est tout. Stratégie et n'oubliez pas d'interagir avec les autres sous les commentaires, sous les posts, d'être présent. En fait, ce que je fais, je poste le matin et je reste sur la plateforme pendant au moins une demi-heure maximum. Juste, je vais échanger avec les collègues, entre guillemets, parce que c'est un peu ça maintenant. Je vais commenter des posts, je vais chercher un peu. Il faut montrer à la plateforme que vous êtes actif et il faut donner pour recevoir, toujours pareil. C'est génial tout ce que tu viens de donner, c'est c'est pas mal. Il faut donner pour recevoir, il faut commenter, il faut être présent sur la plateforme, il faut montrer cet aspect humain, il faut interagir également, il faut poster à récurrence. Que de bons conseils, hein. Franchement, top, top, génial. Du coup, je me permets d'ailleurs, on va passer à la dernière question concernant nos 4 leviers. C'est cette partie growth. Chez TVP, en fait, nous, l'aspect growth, parce que voilà, comme tu le sais, c'est hyper vaste quoi quand on parle de growth hacking, growth marketing, Oui. etc. Bon, ça veut un peu tout dire et rien dire. Pour nous, concrètement, c'est la piraterie qui te permet d'optimiser un levier de ton entreprise. Ça peut être sur la productivité, ça peut être sur la partie vente, sur la partie communication, sur toute cette partie, disons, au tunnel de conversion, comme tu l'as dit, tofu, mofu, bofu, toutes ces choses-là. Donc, j'aimerais savoir, chez Katana SEO, comment est-ce que vous avez, disons, hacké le système avec avec l'aspect growth, quoi. Alors en termes de growth, on n'est pas encore extrêmement, on n'est pas sur tous les axes développés. Par contre, si moi le premier, parce que c'est de là que je viens aussi, c'est la prospection. Clairement, au début j'avais du mal avec ça, à me dire tiens on va faire de la masse. Je voulais faire de la masse mais qualitative et c'est quand même difficile aussi. Mais on le fait depuis quelques temps là. Donc c'est là où on a activé un pilier growth. Donc on a toujours une prospection quali, ciblée, etc., manuelle à la main, humaine, enfin voilà. Et on a un pilier growth. Donc on a ciblé des secteurs locaux, des ostéopathes, je sais pas, tu sais, peintre en bâtiment, enfin bref, des métiers au local par ville. Et en fait on a donc scrappé les mails, comme je te disais, pour faire des bases de données. Et derrière, moi, j'ai utilisé ma connaissance et des contacts surtout. Toujours pareil, LinkedIn m'a donné des contacts exceptionnels, des gens qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué comment ça marchait et tout ça. Donc, j'ai un outil aujourd'hui qui s'appelle Snov, par exemple, SNOV, mais il y en a plein d'autres, Lemlist, etc. Donc,
je vais l'utiliser pour envoyer des séquences de mails automatiques. Donc une fois par semaine, ça me prend 20 minutes d'envoyer une séquence et je vais toucher des dizaines de personnes. Je fais pas trop large, ça pourrait être beaucoup plus. Mais voilà, il faut respecter plein de règles avant de se lancer. Mais c'est pas si compliqué. En fait, des fois, on voit des gens qui parlent de growth, on dirait qu'il faut avoir fait 10 ans d'études de développement web et tout ça pour arriver à faire du growth. Et en fait, pas du tout. C'est un monde un peu, c'est comme pour le SEO, ça paraît mystérieux. C'est pas facile, attention, mais et c'est pas facile de faire bien, surtout, je pense, du growth. On le fait pas encore bien nous. Mais voilà, donc prospection automatique. Et après, on s'en sert aussi dans certains aspects pour nos sites, pour obtenir des liens. Des fois, tu sais, tu vas utiliser ChatGPT, l'automatisation pour envoyer des grosses campagnes mail avec des e-books ou des choses comme ça pour obtenir des articles sur ton site ou des choses comme ça. Pour l'instant, c'est ça. Et après, non, je crois que c'est tout. Honnêtement, on n'a pas plus. On n'est pas des manias de l'automatisation, quoi. Voilà. Bah écoute, c'est pas mal du tout déjà, c'est pas mal parce que cette partie Lemlist, bon, c'est hyper puissant. Bon, je doute pas que tu connais également Wallaxy et toutes ces choses-là. Donc c'est des outils qui permettent concrètement gagner énormément de temps, mieux cibler, scraper aussi, c'est le terme tu en as parlé tout à l'heure, mais grâce à Wallaxy, on a la possibilité d'avoir accès à disons à des datas, c'est ouf quoi. Quand tu découvres ça, c'est comme si tu découvrais le jour. C'est un truc de dingue. Et je dis ça parce qu'on utilise également, assez souvent aussi la part, l'outil. Et je sais que même voilà, la partie même gratuite est assez utile quoi. Ouais. Mais pour ma part, en tout cas moi, cette partie growth, j'ai plus l'impression que c'est plus un état d'esprit, c'est un mindset à avoir que c'est un outil, et comme tu l'as dit tout à l'heure, on mélange dans toutes les sauces, mais à partir du moment où tu réussis à hacker un élément de ton système, tu arrives pas mal à t'en sortir quoi. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut cibler et pas vouloir absolument faire tout comme tout le monde. Mais ouais, non, c'est super le growth, mais bon, voilà, faut que ça reste qualitatif. Et là, j'ai encore du mal, honnêtement. On n'est pas des incroyables fous de la prospection automatique, hein, voilà. Du coup, maintenant, on arrive. Déjà, je te remercie pour d'avoir Plaisir. répondu à ces 4 piliers du développeur de TBP. Donc maintenant, je vais te poser, si tu veux, nos dernières questions concernant l'entrepreneuriat et concernant ta personne. Comme tu le sais, en entrepreneuriat, généralement, il nous arrive toujours des galères. Et étant sur LinkedIn, je pense que tu dois voir énormément d'entrepreneurs qui vantent, en tout cas qui partagent disons leur réussite, mais nous ce qui nous intéresse le plus c'est les petits échecs, disons les petits échecs, et au-delà des petits échecs, les difficultés que les entrepreneurs ont rencontrées, parce que très souvent à force de voir tous les entrepreneurs réussir en fait et que nous-mêmes on a des difficultés à se développer, et ben on se dit que mais on est nul ou quoi, alors que concrètement derrière chaque réussite il y a énormément d'échecs. Du coup ma question que je voudrais te poser Guillaume, c'est dans ton aventure entrepreneuriale, surtout avec Katana SEO, est-ce que tu as rencontré disons un super gros bourbier, ou si oui, comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir de de ce bourbier ou de cette grosse difficulté? Alors, je réfléchis. C'est une question géniale, surtout que je trouve que l'échec c'est hyper important. Et puis nous, on n'est pas dans la réussite constante, tout brille. Du coup, on fait peur à tout le monde entre guillemets. Non, c'est pas ça. Comme tu dis, je suis exactement d'accord avec ce que tu dis. Ça me plaît beaucoup d'entendre ça. Mais je vais pas pouvoir te dire une grosse. Si tu me permets, ça sera plutôt des petites choses tout le temps. En fait, pour moi, si finalement la plus grosse difficulté, ça a été moi-même en fait. Vraiment. C'est une confiance en soi, c'est ne pas se remettre en question toutes les semaines sur ce qu'on fait et de se faire confiance sur ce qu'on a fait, ce qu'on réussit. Avec le temps, ça vient. Moi, c'est un problème pour moi. J'ai confiance en moi, mais ça a des limites aussi. Ça peut varier, etc. Donc, ça a été un souci. Après, du coup, si tu veux, c'est des galères de tout le monde. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je fais ce podcast. On me parle et je te dis, j'ai mes 4 piliers, c'est ça. Je fais de la vente, je fais ça. Tout est cadré. Je suis en Tomobo, sur LinkedIn. En fait, on dirait que j'avais la science infuse et que j'exprime les choses et peut-être que ça sonne bien, je sais pas. Mais même moi, je m'entends parler, je me dis tiens, tu savais même pas que tu pouvais dire ça ce matin, tu vois. Enfin, tu savais pas que. Et en fait, c'est marrant, c'est les podcasts ou les échanges avec des gens comme toi, par exemple, qui me permettent de me dire ah ben oui, en fait, on a fait ça et c'est ça. Et je me dis mais finalement, il y a 3 ans. 4 ans, 5 ans ou même avant, hein, quand j'écoutais certains sur LinkedIn faire leurs posts et parler, je me disais mais waouh, c'est incroyable et tout. Et j'écoute leur podcast, je me dis mais le mec c'est un dingue, il cadre tout. Et là j'écoute, je me dis ce que je raconte parfois est un peu pareil. En fait, on a des facilités à parler de nous comme ça, c'est un peu ridicule, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait encore aujourd'hui et depuis le début
j'ai constamment des doutes. Là, j'ai ma campagne de prospection automatique qui marche pas très bien. Ça a marché un peu, mais ça marche pas. Et je suis là, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce qu'on gaspille de l'argent? Est-ce que je fais pas autre chose? Et donc, il y a un moment, en fait, ça va être pareil tout le temps. Donc, le plus gros, c'est pas un échec. C'est des petites erreurs tous les jours de rater un message, rater une approche, arriver à un rendez-vous avec une cliente qui est pas du tout une personne que tu peux tutoyer et lui dire je te propose qu'on se tutoie, alors que mais c'est vraiment la personne à qui il aurait jamais fallu dire ça. Je l'aurais jamais fait avant. J'ai des années d'expérience maintenant en prospection et tout. J'arrive et je sors un truc comme ça parce que ce jour-là, ça arrive, hein, tu sais, voilà. Et du coup, tac, tu rates un contrat. Voilà, d'avoir des erreurs d'envoi, d'oublier des documents, de ne pas faire des retours suffisamment propres, d'avoir sur le SEO, ça va parce qu'on a toujours des bons résultats. Mais en fait, c'est toutes ces petites choses-là, de se planter. J'ai téléchargé un outil pour la prospection automatique. Je l'ai mis en place et tout. Au bout d'une semaine, il s'est planté. Google m'a bloqué l'adresse. Ça a été une galère pendant 3 semaines et tout ça. Et finalement, ça m'a permis en fait de me dire, et c'est la leçon que j'en tire, c'est prends le temps, cours pas partout, prends le temps de comprendre comment maîtriser ou apprendre un minimum le truc, et ensuite lance-toi étape par étape. Il faut actionner, mais il faut des fois prendre le temps de le faire. Et des fois, on veut tellement faire de choses dans une journée que dès que ça marche pas, ça nous gonfle, ça fait 1 heure, j'ai pas le temps à perdre et tout, et en fait non, faut se détendre. Donc ouais, des petits échecs comme ça on fait un site, je crée une page, elle est pas propre, je dois la refaire. C'est des petits détails comme ça dans l'action quotidienne. Mais très honnêtement, on a peut-être de la chance ou pas. Depuis le début, on n'a pas eu de gros problèmes, grosses galères incroyables, tu sais. Ou alors c'est que je m'en rends pas compte, mais non, ça a Peut-être que tu été. es super serein et même s'il y a grosse galère, on reste stoïque. Il y a problème, Ouais. il n'y a pas de problème. Guillaume est là. Ça, faut avancer de toute façon, on les passe les galères. Non, puis on est deux, ça aide aussi quand même. Mais non, il y a pas eu de gros problèmes. Après, ouais, si on a comme tout le monde c'est ça que je trouve, c'est le côté ridicule de la vie qui est assez beau en fait. C'est que on peut se la raconter entrepreneur, on a fait du chiffre, on a gagné ça ou je ne sais quoi, mais en fait tous les jours on fait des conneries comme tout le monde quoi. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment la conclusion que je te donnerai là-dessus. Et du coup, j'aurais bien aimé te dire ah oui, on a connu ça, c'était horrible et on a réussi à en sortir. Ben non. Par contre, oui, dans ma vie avant, j'ai eu des échecs, j'ai même eu des licenciements, tu vois. Donc il y a plusieurs choses quoi. Mais pour moi, c'est plus dans la continuité que des grosses périodes comme ça. Super top. Franchement, merci Voilà. beaucoup pour ce retour. C'est hyper génial. On arrive à 2 heures, hein, carrément. Là, on a fait 1h45, plus ou moins 1h45. On a fait un premier tournage qui a fait environ 15 minutes aussi. Donc, on est déjà à 2 heures. Il y a pourtant énormément de questions à poser. Concrètement, ce que je te propose, en tout cas, si ça te tente, d'ici quelques mois, pourquoi pas, on réorganiser un autre petit podcast où justement on rentrerait peut-être un peu plus dans le détail, dans le vif, sur 2-3 petits éléments, parce que moi, je reste encore sur ma faim. Il y a encore trop de choses à dire. Ça marche. Moi aussi, écoute, franchement, j'ai pris plaisir à t'écouter et à parler. J'essaie de pas. Mais non, c'est agréable d'échanger avec toi. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Et du coup, quand tu veux, bien sûr, sur certains sujets, si j'ai des choses à dire, et surtout apprendre, parce que c'est dur pour moi de répondre à des questions sans en poser. Donc finalement, j'ai pas pu te retourner les questions, tu vois. Et ça, je me retiens à chaque fois. Tu sais, ça peut être cool, ça. Voilà. La prochaine fois, on peut créer ce petit concept, le podcasteur podcasté. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et ou des questions où on serait deux à répondre. Ouais. Minute et puis voilà. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu et surtout d'avoir été franc par rapport à tout ce que tu as fait. Et ce contenu-là, je pense qu'il sera hyper utile pour l'ensemble des entrepreneurs qui nous écoutent, des chefs d'entreprise qui sont déjà là, ou également des personnes qui veulent se lancer parce que, comme on le dit, derrière un entrepreneur, il y a son vécu, il y a son entreprise, il y a son passé, il y a ses échecs derrière ses réussites également. Donc, je te remercie et j'aimerais juste savoir avant de finir, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Écoutez, honnêtement, pour l'instant, souhaitez-nous de continuer à avoir des clients, de nous développer et d'avancer sur nos projets, puisque la seule chose qu'on n'a pas envie de connaître, c'est que ça s'arrête. Donc, c'est tout. Super, top. Écoute, top. Guillaume, merci beaucoup, c'est cool. Merci beaucoup à toi. Allez, ciao. On se dit à plus tard. Ciao. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec